Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Les Nations Unies et la presse internationale s'indignent face à l'exploitation meurtrière du coltan en RDC. Mais cette indignation n'a jamais permis d'assainir la situation en République démocratique du Congo. Sur le terrain, en République démocratique du Congo, on peut noter que la course au coltan pilotée par les États se fait sans éthique. De nombreux rapports de l'ONU dénonçant les multinationales occidentales n'ont concrètement pour effet que de brouiller les pistes de la provenance du coltan. Mais comment bien comprendre cette exploitation abusive du coltan en République démocratique du Congo? Suivons maintenant le décryptage de la situation par nos analystes, qui sont sur le plateau de DBS. Suivons. Messieurs, le sujet qui nous intéresse cet après-midi, les multinationales et la guerre du coltan en République démocratique du Congo, du sang dans nos cellulaires. On parle bien sûr des portables que vous avez entre les mains. Messieurs, minerai aussi précieux que l'or du fait de son utilisation dans l'industrie électronique, le coltan fait partie de ces produits très convoités qui font l'attrait et parfois le malheur de quelques régions d'Afrique centrale. Alors que son exploitation devrait servir à booster les économies, elle a longtemps été au cœur de conflits dont peinent encore à se remettre plusieurs nations de la région, il faut le dire, de l'Afrique centrale. Coltan est un mot valise pour colombite tantalite. C'est un minerai de couleur noire ou brun, rouge, dont on extrait du niobium, autrement ou alors autrefois appelé colombium, et le tantal. C'est ce dernier qui fait toute l'utilité justement du coltan. En effet, de par sa résistance à la chaleur et la corrosion, le tantal produit à partir du coltan est très recherché dans la fabrication de certains composants électroniques comme les condensateurs d'ordinateurs, de téléphones portables. Selon les estimations, le secteur de l'électronique monopoliserait 60 à 80% du marché du tantal. Toutefois, son utilisation ne se limite pas qu'à cela. Il est également retrouvé dans les missiles, les fusées ou encore les avions. On l'utilise dans la composition d'alliages de cobalt et de nickel dans l'aéronautique et la fabrication des réacteurs. Les ressources mondiales de coltan sont reparties dans de nombreux pays, en particulier l'Australie, le Brésil, la Chine, le Canada, l'Espagne, la République démocratique du Congo. Selon plusieurs sources, la République démocratique du Congo hébergerait entre 60 et 80% des réserves mondiales connues du coltan. On parle bien sûr de ce minerai rare. Si l'Australie produira officiellement les 3/4 du coltan mondial, cette donnée est relativisée par nombre d'experts qui soulignent les grandes réserves du sous-sol congolais. De la fin du XXe siècle au début du XXIe siècle, le coltan était au cœur d'une guerre particulièrement brutale en République démocratique du Congo avec près de 21 millions de morts. Cette guerre fait partie des conflits les plus meurtriers que le monde a vécu après la Seconde Guerre mondiale. Un rapport présenté par des experts de l'ONU en 2001 accuse d'ailleurs les grands groupes armés de la République démocratique du Congo et de ses voisins, que sont l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, d'extraire illégalement et de transporter en contrebande le minerai de la région du Kivu. L'argent tiré de ce trafic, dénonce le rapport, servira à financer et à prolonger la guerre, notamment par l'approvisionnement en armes, mais également à remplir les poches des uns et des autres. Plus spécifiquement, l'armée rwandaise aurait retiré 250 millions de dollars de 1998 à 2000 du trafic illégal du coltan qui sort tout droit, il faut le dire, des sols, pour ne pas dire du sous-sol de la République démocratique du Congo. Dans ce conflit, les entreprises étrangères opérant dans l'informatique et l'électronique ont souvent été accusées de garder le silence quant à la provenance douteuse du coltan utilisé dans leurs appareils. Rappelons également qu'il n'y a pas un marché international du coltan. D'ailleurs, c'est un marché totalement et entièrement noir. Mieux encore, le terme minerai de sang, en référence à cette guerre, a plusieurs fois été utilisé pour désigner le coltan qu'achètent bon nombre de compagnies étrangères ne pouvant pas s'en passer. Parmi les sociétés les plus souvent indexées, on peut citer quelques-unes: Citons, Apple, Bayer, Sony, LG, Samsung ou encore Intel. Il faut également préciser par ailleurs que plusieurs autres grandes entreprises sont indexées et en premier plan l'Organisation des Nations Unies. Par ailleurs, cette guerre du coltan a eu de nombreuses autres conséquences dramatiques. Si les données sont difficiles à confirmer,
Toutes les sources concordent sur un point. Les enfants sont les premières victimes de l'exploitation du minerai. Souvent enlevés sur le chemin de l'école, ils sont forcés de travailler dans des mines de fortune à la manière des orpailleurs sans aucune sécurité. Voilà pourquoi nous nous interrogeons d'ailleurs cet après-midi. Du sang dans nos cellulaires, nous nous posons justement la question. Du sang des enfants dans nos cellulaires, du sang des hommes dans nos cellulaires. Outre les pertes en vies humaines, l'exploitation sauvage du coltan a des effets néfastes sur l'écosystème local, notamment la faune, la flore et sur la vie quotidienne des communautés locales. On parle bien sûr de la République démocratique du Congo. Selon les données de la Chambre des mines, la RD Congo a produit en 2015 992 tonnes de coltan. En 2016, la production a baissé pour la deuxième année consécutive de 12% à 869 tonnes malgré une forte hausse du cours. D'après le rapport de l'association, les défis auxquels sont confrontés les producteurs sont la sécurité, la logistique et les difficultés administratives liées à l'exportation et à la certification. Les exportations de coltan de la République démocratique du Congo s'élevaient à 1 121 018 kg sur les 12 mois de l'année 2016. Je me reprends. Eh bien, les exportations de coltan de la République démocratique du Congo s'élevaient à 1 121 018 kg sur les 12 mois de l'année 2016. Le Rwanda est devenu aujourd'hui, entre 2013 et 2014, le premier exportateur mondial du coltan, minerai utilisé pour la fabrication du tantal. On se pose d'ailleurs la question de voir comment est-ce que ça s'est fait que le Rwanda voisin ait justement été le premier exportateur du coltan. Le pays a exporté en 2013 2 466 025 kg de tantal, soit 28% de la production mondiale. Selon les données de la Banque nationale rwandaise, la BNR, le pays a enregistré en 2013 226,2 millions de dollars de revenus miniers, 134,5 millions provenant uniquement du coltan. En 2016, les exportations de cassitérite, wolfram et coltan du pays ont baissé à 86,42 millions de dollars. Cependant, le statut du Rwanda en tant que premier exportateur du coltan n'est pas vu de bon œil par tous, notamment par les voisins congolais. Ces derniers, il faut le dire, accusent ouvertement le pays de continuer le trafic du coltan dans la région du Kivu, s'enrichissant sur le dos de la République démocratique du Congo, alors qu'il ne produit lui-même que très peu de coltan. Pour répondre à ces accusations, le Rwanda a mis en exergue un programme de traçabilité des minéraux qui indiquerait, je dis bien indiquerait, les provenances de tout son coltan. Messieurs, voilà le sujet qui nous intéresse d'ailleurs cet après-midi. Les multinationales et la guerre du coltan en République démocratique du Congo, du sang dans nos cellulaires. Je prends d'ailleurs votre réaction, patient parfum d'homme, cet après-midi. Steve, l'ancien président cubain Fidel Castro, oui, le leader Maximo, un jour au cours d'une interview, on lui pose la question de savoir s'il croit en l'enfer. Et il répondait aux journalistes, si jamais l'enfer existerait, je suis au moins convaincu d'une chose. S'il fallait que je m'y retrouve un jour, j'y trouverais plein de capitalisme. Vous voyez, Steve, oui, depuis que le Congo a été fait propriété privée d'un individu qu'on appelait le roi Léopold II de Belgique, l'un des plus grands criminels de tous les temps, dont on ne parle pas assez, ce pays est devenu, j'allais dire, l'endroit par excellence où toutes les ignominités du monde se construisent, s'expriment au vu, aux yeux de tous, mais dans un silence de cimetière par rapport à la capacité de la réaction mondiale. On vous chante tout le temps qu'il y a des très grands managers dans le monde, Steve Jobs, Bill Gates,
parce qu'ils ont un know-how, une manière, une capacité de gérer les affaires hors normes, ils ont pensé leur business et c'est pour ça qu'ils se sont assez enrichis. Voilà l'une des provenances de leur richesse. C'est ça. Le vol, le pillage, le viol, le meurtre de dizaines de millions de jeunes Africains. J'aimerais demander à nos téléspectateurs de faire un effort. Ils ont des téléphones qui utilisent des coltan, qui enrichissent les autres, pour taper sur YouTube l'exploitation de coltan, pour qu'ils voient une vidéo. Les conditions dans lesquelles les jeunes enfants vont au fond, au cœur de la terre pour chercher ce minerai. Dans quelles conditions? Mais au même moment, ces enfants n'ont pas d'eau. Ces enfants n'ont pas d'électricité. Ils n'ont pas le droit à l'éducation. Ils ne vont pas à l'école. C'est quelque chose de surréaliste. Mais, je vais revenir au Rwanda plus tard. Vous voyez comment aux États-Unis, en Australie, je ne sais pas, en Corée du Sud, au Brésil, en Allemagne, en France, les gens qui bénéficient de ce commerce honteux, leurs enfants vivent. Je vous montre d'ailleurs là l'image, hein, en plein cœur de la République démocratique du Congo, des avions américains décollent, je vous dis bien, en plein cœur de la forêt. Et c'est comme ça le trafic du coltan. Quand il y avait un débat sur le fait qu'en Afrique rien ne se faisait, oui, on nous expliquait que les sénateurs américains, pour rigoler, que l'Afrique pouvait même venir à disparaître et personne ne s'en rendrait compte. On nous racontait des bobards de type l'Afrique pèse tout simplement 1% du commerce mondial. Sur le plan économique, l'Afrique c'est quasi nul, etc. Ben, eux sont très forts, ils font des chiffres d'affaires incroyables. Pendant la pandémie de Covid-19, les sociétés qui ont le plus explosé au niveau des places boursières dans le monde, ce sont des GAFA. Justement. Mais voilà d'où viennent les richesses. Ça. Ces images d'ailleurs que vous avez, mesdames, messieurs. C'est là d'où viennent les richesses. Alors, Steve, le sensé des problèmes que l'Afrique va connaître dans les jours à venir, je vous avais dit ça ici sur ce plateau, ça va être l'exploitation honteuse de ces minéraux, sans oublier l'eau douce. Quand on avait fait le débat sur le Mali, je vous avais dit, l'un des problèmes du Mali, c'est le fait qu'on a trouvé de l'eau douce en quantité incroyable. D'autres gens estiment que ça peut, comment on dit ça, servir la planète pendant 200 ans. C'est la raison fondamentale pour laquelle, entre autres, le Mali se trouve en trouble. Donc, quand je parle du contentieux historique que nous avons avec l'Occident, il y a des gens qui, soi-disant, étaient à l'école à Harvard, je ne sais pas, où ça vient nous raconter des histoires que vous ne comprenez rien. Voilà la source de nos misères. Voilà l'une des raisons des guerres permanentes, perpétuelles en Centrafrique, au Cameroun, au Congo, un peu partout, au Mali, au Niger, au Burkina, c'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui soient capables de défendre les intérêts de leur continent, qui soient capables de se battre pour que justement ce que Dieu nous a dotés, vous direz c'est un hasard, mais d'accord, mais eux aussi sont dans des lieux des hasards, qu'au moins nous puissions en profiter pour nous, mais surtout pour les générations futures. Le massacre de la faune, la destruction de la flore, de la flore. La forêt du bassin du Congo aujourd'hui, cette région de Kivu, qui est juste, par exemple, le Rwanda, mais où il y a quand même un écosystème particulier avec les gorilles, n'est-ce pas, qui sont vraiment très particuliers, on est en train de les décimer. Pourquoi? Parce qu'il faut faire place nette pour l'exploitation de coltan. Et ce sont ces mêmes individus qui vont faire les COP 21, COP 30, COP 50, COP machin, on va se battre contre le réchauffement climatique, la planète est en danger. Mais non. Karl Marx disait la propriété est un vol. Moi je veux dire, dans chaque grande richesse, dans chaque grande famille, dans chaque grande fortune dans le monde, surtout dans le monde occidental, il y a des tonnes et des tonnes de sang africain. Le DIC n'est pas du racisme. Le DIC n'est pas de la haine. Nous ne mettons le doigt que sur une vérité qui doit être connue de tous les jeunes Africains. Alors que faire? Ce que nous devons faire, c'est d'empêcher que l'Afrique continue d'être la risée du monde. Il nous faut de véritables patriotes à la tête de nos États. Il nous faut l'unité politique du continent. Commençons même par des unités sous-régionales. Pour que le Rwanda
ne projette pas son bonheur sur la misère du Congo. Parce que tant que le Rwanda va continuer de percevoir cet espace du Congo comme le lieu par excellence qui va lui fournir le bonheur et le développement et son rayonnement sur le plan de vue international, il aura intérêt que ces guerres se poursuivent, qu'on continue de massacrer les jeunes là-bas, qu'on continue de faire de cet espace un no man's land, un endroit de non-droit, de non-humanité, où on continue l'une des esclavages, je ne sais pas où est-ce que ça marche bien, les plus abjects dans le monde. Et ces enfants qui vont dans le cœur de la terre pour chercher ce minerai, ce que vous devez aussi savoir qui est grave, c'est qu'ils n'ont pas le droit de vendre leur minerai à qui ils veulent. C'est encadré par des groupes armés qui les obligent à vendre au comptoir qu'ils ont désigné. Allez au fin fond de Kivu, vous allez voir des Libanais installés qui ont des comptoirs, des Juifs qui ont des comptoirs. Vous connaissez l'affaire de Dan Gardner? Oui. Qui ont des comptoirs. Et voilà. Dans nos forêts, qui vend le bois camerounais, même aux Vietnamiens souvent, tu vas voir un Libanais, celui qui vend. Mais qui utilise tout simplement un petit nègre qui va prendre quelques pièces d'argent et ça suffit. Vous avez chanté si dernièrement, Steve, j'en viens. Fais une petite parenthèse en nous disant, ah, dans bientôt notre zone de Gambès, elle sera désenclavée, c'est très bien, je pourrais même y aller à vélo. Est-ce que vous savez qu'à peine ils n'ont même pas encore fini avec le reprofilage de la colline Kang, maintenant les grumiers vont jusqu'en Cocoa pour chercher du bois? Voilà l'objectif de nos responsables. C'est-à-dire que voilà l'objectif de nos soi-disant élus, de nos élites. Tout faire pour s'enrichir eux aussi au détriment des communautés qu'ils sont censés représenter. Par moment, on a envie de dire que ce n'est pas possible. Est-ce qu'on a été maudit? Mais, comme disait Sankara, c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation à la base. C'est une question d'avoir les gens haut les cœurs qui disent haut les cœurs, nous allons aller à l'abordage en faisant tout pour mettre à la disposition de notre peuple l'information, la communication, mais surtout l'éducation, pour qu'ils comprennent les enjeux. Le gros du problème des Africains aujourd'hui, parce que nous sommes comme de jeunes enfants qui ont des poches bourrées de diamants, mais qui sont affamés. Parce qu'ils ne savent pas à quoi sert le diamant. Il faut repartir à la base, c'est l'éducation. L'éducation, ce n'est pas que Napoléon était, ou bien Charlemagne a créé l'école, ce n'est pas ça l'éducation. L'éducation, dire aux gens, c'est quoi le monde? C'est quoi le monde? Quelle est la place de l'Africain dans ce monde-là? Quels sont nos repères que nous devons remettre au goût du jour sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan du rapport à l'autre? L'Africain aussi a des problèmes. On ouvre les bras à tout le monde, même aux premiers brigands venus. Regardez comment des petits employés libanais traitent des Africains dans les entreprises camerounaises. Ils les appellent comme des chiots. Comme ça. Allez au Liban, remettez ce gars dans le contexte libanais, il ne vaut rien. Je vous dis qu'il ne vaut rien. J'en connais dans le groupe Azim. Donc, c'est ça l'Africain. Vous allez voir nos chefs d'État aller dans des palais présidentiels. Et là, ne pourra jamais entrer là-bas pour faire une présentation d'une situation économique. On va dire, là, c'est qui? Mais essayez de peindre, il est en blanc, il sera accueilli dans tous les palais présidentiels. Le complexe du nègre. Ce complexe d'infériorité que nous avons. J'ai fait des plateaux avec un blanc, beaucoup de plateaux. Il est venu sur ce plateau parce que moi j'y étais. Hein. Il a vu que j'avais mis cette chaîne-là, là où il fallait, avec d'autres amis, évidemment. Mais sitôt il est arrivé, ce blanc, il a été invité dans presque tous les palais présidentiels de la sous-région l'ont invité. Et il s'en sortait par les mains vides. Pourquoi? Parce que c'est un blanc. Quelle est l'analyse qu'il produisait que moi je n'avais pas produit avant? Que les gens rentrent dans YouTube, qui regardent. Mais non. Nous, on n'est pas accueillis. On va dire c'est un nègre, c'est un noir. Mais le blanc, parce qu'il chocobite, comme disent les Ivoiriens, directement, on lui cède la place. Ce complexe-là de nos élites, de nos dirigeants du moment, pose problème à l'Afrique. Il pose un sérieux problème à l'Afrique. C'est pour cela que nous continuons de dire, j'avais dit ici, que vraiment, il faut qu'il y ait des task force. Il faut qu'il y ait des think tanks. Il faut qu'il y ait des réseaux de soutien à ceux qui se battent. Pour que ces gens-là ne soient pas considérés comme des gueux. Vous savez, il y a aussi la perception. Vous avez beau
faire toutes de belles analyses, mais quand quelqu'un vous voit après en train de commander une pièce pour prendre une moto, ça pose problème. Un réel problème d'ailleurs. Ça pose problème. Donc, il va de notre dignité. Le Congo ne va s'en sortir que quand l'ensemble des pays de la sous-région vont prendre conscience du fait qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et on peut s'asseoir pour réfléchir par rapport à l'exploitation de coltan. Et je vois maintenant, je sors par là, mais il n'y a pas que le Congo qui a de coltan. Le Cameroun commence à avoir des problèmes parce qu'on a trouvé d'énormes gisements de coltan au Cameroun. Je vous avais dit, j'ai rencontré le général qui te ménage, donne son nom. Ceux qui comprennent, comprennent. Il était ministre de l'Intérieur sous le Grand Neto. Il m'a dit, parfait. Pour mettre fin à l'apartheid, il y a eu beaucoup de tractations. Nous, on partait de chez nous pour venir au Cameroun, aller rencontrer Garoua pour essayer de voir comment on peut négocier avec les racistes sud-africains. Et que c'est à Garoua que l'un des ingénieurs qui était dans le groupe des négociateurs sud-africains, l'Afrique du Sud raciste, hein, parce que nos enfants veulent la menace de Mandela, mais racistes avec les Peter Bota, etc. Ils nous ont dit, nous avons la carte minière de tout le golfe de Guinée. Et on vous dit une chose qui est simple. Tous les minéraux qui sont en Afrique du Sud, on les a au niveau du golfe de Guinée. Avec le seul avantage, ou bien un avantage important, que pour atteindre les minéraux qui sont au niveau du golfe de Guinée, on n'a pas besoin de faire d'efforts. Alors que chez nous, au sud du continent africain, nous sommes obligés d'aller dans les profondeurs incroyables pour l'extraction de ces minéraux avec beaucoup de difficultés. Alors que chez vous, même avec une houe, vous grattez comme ça, le minerai, il est là. Quelle est la culture que nous avons par rapport à la capacité des populations d'identifier les minéraux? En dehors de l'or, parce que ça brille. Mais dans nos villages, il y a plein de minéraux qu'on ne connaît pas. Allez dans les écoles, où on prend la chimie aux enfants. On prend la géologie, tout ça, les SVT. Aucun de nos enfants ne sait ce que c'est. C'est quoi une boule de fer. Mais allez en Zambie, d'abord, le climat s'appelle Chipolo Polo, ça veut dire ce que c'est? Ça veut dire la boule de fer, de cuivre, autant pour moi. Ils savent, les petits savent. Donc, restructurons tout. Mais surtout, redonnons la place et la valeur aux gens qui veulent réveiller ce monstre endormi qu'on appelle l'Afrique. C'est le début. Quand nous allons arriver à le réveiller, avec la capacité de booster, j'allais dire de donner le know-how, mais surtout de donner toutes les capacités à toute notre jeunesse, à leur donner la capacité d'avoir cette autonomie, à biffer, j'allais dire à gommer complètement des aspérités négatives, comme le complexe qu'ils ont vis-à-vis du blanc. Je pense que ça va être le début du réveil du monstre africain. Et ce n'est pas ce qu'Alain Perfit disait que quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Moi, je vous dis, quand l'Afrique sera debout, l'humanité va retrouver son vrai visage. Merci beaucoup, Impatient Parfait, pour cette première prise de parole. Albert Anatola, ici, pendant ce temps, la République démocratique du Congo est un pays divisé. On parle du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Katanga. Pourtant, on le sait haut et fort que la République démocratique du Congo est l'un des pays les plus riches en minerais bruts du monde. Pourtant, il faut le dire, depuis la fin du XXIe siècle et le début de ce XXIe siècle, eh bien, plus de 21 millions d'enfants sont morts, tout ça dans l'extraction du coltan. Je pense que tout à l'heure, dans votre chapeau, vous avez clairement présenté les éléments factuels de la situation. Je voudrais rapidement faire une digression, une légère digression, pour revenir dans le contexte camerounais, où en 2015, la Banque mondiale a financé, n'est-ce pas, ils ont présenté de manière officielle, financé, n'est-ce pas, le financement des études qui officiellement visaient la mise sur pied d'une cartographie minière du Cameroun, alors qu'en fait c'était pas ça, et le gouvernement n'était pas au courant. En tout cas, certains membres du gouvernement étaient au courant, mais sauf c'est lui qui devait être le premier à être au courant. En fait, il s'était justement en train de faire, n'est-ce pas, des études d'exploration pour justement identifier les terres rares dont vous avez entendu parler. Oui. Et pour 3 régions déjà, vous avez environ 300 terres rares. Il ne s'agit que de 3 régions. On ne parle pas de 7 autres. Lorsque vous voyez donc cela, et ajouter à ce que Parfait indiquait tantôt, vous comprenez donc pourquoi est-ce que le Cameroun est déstabilisé. Parce qu'il faut justement absolument crier ces désordres-là. Maintenant, pour revenir au contexte congolais, et des Congos, je veux dire,
je voudrais déjà vous indiquer que, en plus, n'est-ce pas, des problèmes de pollution de l'environnement que vous avez, et d'écosystème que vous avez souligné, vous avez même des problèmes de santé publique que ça présente. C'est-à-dire que vous avez, vous savez que le coltan a des effets de radioactivité. Donc, en plus de ce scandale sanitaire, vous avez également un autre scandale, c'est-à-dire que dans le cas particulier de ED Congo, vous avez un élu du peuple qui est l'un des premiers exploitants de cette affaire-là. Et c'est un sénateur. Et qui est propriétaire de la SBL, la société minière, n'est-ce pas, de Boursunsu, je crois bien. Donc, c'est un sénateur, un élu du peuple. Et qui bénéficie, dont la société, dont les activités bénéficient, n'est-ce pas, de la protection de la police. Oui. Ça veut donc dire que le gouvernement est au courant. Et vous avez, non, de ce côté-là, pas seulement les cas d'éboulement de terrain qui, justement, occasionnent des morts d'enfants, dont la place est en fait à l'école. Vous avez des cas de viol, parce que vous avez également des fillettes qui se livrent à cette activité d'exploration, n'est-ce pas, du coltan. Vous avez, paradoxalement, une population qui est affamée, qui manque d'eau potable, qui n'a pas d'hôpitaux de ce nom, qui ne bénéficie d'aucun investissement. Eh bien, d'aucun investissement du tout. Donc, ça pose donc un problème. Je crois donc que tout à l'heure, vous avez souligné, peut-être c'est passé de manière assez très vite. Vous avez donc l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui est au cœur du système. Cette organisation mondiale qui prétend défendre les droits humains et les droits de l'homme, qui est au cœur justement de l'exploitation, n'est-ce pas, de cette affaire-là. Avec les casques bleus qui inondent. Qui inondent d'ailleurs la République démocratique du Congo. Nous sommes là au nord et au sud Kivu. Oui. Mais vous oubliez également, vous avez également le cas du Katanga, où vous avez la société Centrafrique qui exploite de l'ordre de ce côté-là. Et ça également, ça fait des victimes. Personne n'en parle. J'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai cru entendre que Transparency International avait fait une enquête de ce côté-là et a tiré une sonnette d'alarme. Mais écoutez, de qui se moque-t-on? Nous sommes en 2015. Bon, ce qui suppose donc que nous étant en 2021, l'ONU n'a rien fait. Entre-temps, c'est vrai que vous ne pouvez pas compter sur, n'est-ce pas, sur le système du crime organisé pour régler cette question-là. Donc, là maintenant, tout à l'heure, Parfait parlait de l'éducation. Oui, je suis d'accord pour l'éducation, mais il s'agit davantage d'une question politique. Parce que lorsque vous avez, justement, des élus qui sont également dans le système, et qui n'hésite pas à tirer à balles réelles, justement, sur des enfants qui refusent de descendre dans les profondeurs, n'est-ce pas, dans les entrailles de la terre, il y a un problème. Que fait le gouvernement? Que fait le régime n'est-ce pas, de Tshisekedi? Que fait-il? C'est également de ça qu'il s'agit. Le coltan rentre dans la fabrication des concepts de jeux vidéo, des ordinateurs portables, n'est-ce pas, de nos téléphones, entre autres, hein. Mais vous avez donc les enfants d'un pays, d'un continent, qui travaillent pour, n'est-ce pas, des capitalistes, où leurs enfants vont à l'école, qui utilisent les iPhones, les smartphones, mais il y a un problème. Et que cela ne scandalise personne. Vous avez les femmes qui sont violées dans ces activités-là. Donc je pense que, de ce point de vue, lorsqu'il s'est agi, il y a quelques années, n'est-ce pas, des fameux diamants du sang, j'ai cru entendre qu'il y aurait une traçabilité là-dessus et que sur le marché international, ces diamants ne seraient jamais vendus, du moins du côté de Belgique, mais ils continuent à être vendus, hein, ces diamants-là. Mais on devrait également appliquer la même chose pour ce qui concerne le coltan. C'est vrai, vous l'avez tout à l'heure indiqué, qu'il n'est coté nulle part, il ne figure nulle part dans le marché légal. C'est-à-dire, mais il est vendu. Il est vendu. On nous déclare d'ailleurs qu'au 15 janvier 2019, le coltan se négociait d'ailleurs sur les marchés internationaux à 87,5 $ la livre, soit environ 192 $ le kilogramme. Mais on ne sait pas où ça se trouve. Il n'est coté dans aucune bourse nulle part dans le monde. Mais d'après les recherches que nous avons eues, c'est ce qu'on nous dit. Je dis bien que 192 $ le kilogramme. Il n'est coté nulle part dans aucun marché financier dans le monde. Ça veut donc qu'il a également un problème. L'ONU n'est pas au courant de ça. Transparency International n'est pas au courant de ça. Human Rights Watch n'est pas au courant de cette situation. Moi, je pense donc que le problème se situe d'abord au niveau de la République démocratique du Congo. Il faut d'abord régler cette question de ce côté-là. Parce qu'un pays, un État qui a la responsabilité de protéger ses citoyens,
de créer les emplois, à donner les emplois à ses concitoyens, ne peut pas laisser une telle situation prospérer. Ça, c'est absolument un gros scandale, à la fois politique, social, économique et culturel. Merci beaucoup Albert Natola ici. Charlie Kenyé, la loi américaine, Donald Trump d'ailleurs, déclarait haut et fort que la loi américaine interdisait les minerais de conflit, et qui se traduit d'ailleurs par une perte des moyens de subsistance. Et pour Donald Trump en tout cas, pendant qu'il était encore à la tête des États-Unis, il déclarait haut et fort que tout minerai qui était justement un minerai de conflit, il était justement interdit de vente et interdit de toucher le sol américain. Mais on se rend compte aujourd'hui que c'est totalement faux. Parce que, eh bien, les grandes entreprises, les multinationales, L'Afrique qui est une société américaine, justement, continuent justement, il faut le dire comme ça, à piller le coltan de la République démocratique du Congo. C'est très clair que ça ne peut être que faux. Si aujourd'hui le pays qui vante la démocratie, aujourd'hui est dans cette démocratie financière, parce qu'ils disent bien que si vous voulez être président aux États-Unis, si vous n'êtes pas adoubé par des lobbying tels que les lobbying, tels que l'EPAC, le lobby américano-juif, ou encore la NFL, le lobby militaro-industriel, vous n'êtes pas, parce que c'est eux qui financent les présidents là-bas. Donc, le grand frère Patient Domla si bien dit, nous sommes dans un système capitaliste qui fait en sorte que les présidents même qui arrivent au pouvoir, en principe, sont des personnes qui ont été adoubées, parfois qui ont été cotées par ces multinationales, par ces personnes de l'ombre qui en réalité contrôlent le monde. Et c'est là où le drame même congolais devrait nous interpeller. Parce que le problème là-bas se situe au niveau de se situe à trois niveaux. Le premier déjà, c'est celui d'un pays frère et ami, celui du Rwanda, qui se plaît à exploiter parce que vous allez vous rendre compte que le Rwanda bénéficie d'un certain nombre de largesses de la communauté internationale. Vous allez voir que prenez par exemple l'indice de développement humain. On va vous dire comment c'est le pays où le secteur, l'attractivité, il est bon d'épargner là-bas, il est bon de faire du business là-bas, l'indice de développement humain est bon, le pays le mieux gouverné, la ville la plus propre, c'est ça. C'est-à-dire que vous sentez qu'il y a tout un système qui a été mis en place pour mettre ce pays en avant. Parce que ce pays-là offre des largesses à ceux-là justement qui créent ce désordre du côté de la RDC. C'est-à-dire que on a aujourd'hui un pays qui se plaît à s'enrichir, à s'idéaliser, à se mettre en lumière sous le dos du peuple congolais. Ça, c'est un. De deux, vous avez une hypocrisie internationale. Et l'hypocrisie internationale vient du fait que ce qu'on peut appeler aujourd'hui les organisations internationales et tout ce que vous voyez, on vous parle de Human Rights Watch et autres, Amnesty International et tous les autres, vous venez de donner des chiffres qui font fort. On parle de 21 millions, je ne sais pas si les gens ont compris ça. 21 millions de morts. 21 millions de morts, mais c'est une population, c'est tout un pays qui a été décidé là-bas. Et malgré ça, quand même, vous voyez que ça fait partie des plus grandes démographies d'Afrique. On parle du Congo, la RDC, la République démocratique du Congo. Voilà. Et si vous enlevez ça, vous voyez que j'ai fait une chronique sur un média où je faisais comprendre à certaines personnes qu'on arrête de nous vanter. Parce que le problème aujourd'hui en Afrique, c'est qu'on passe beaucoup plus le temps à débattre sur les plateaux du jeu de nos problèmes. Or, en réalité, ce qui devrait nous intéresser, c'est l'enjeu. Parce qu'au-delà du jeu, il y a l'enjeu. Et c'est là où se situe le vrai problème. Le vrai problème, c'est là-bas. On nous endort dans le jeu, on nous dit des gens sont morts. Mais derrière ça, qu'est-ce qui se cache? Et vous avez touché du bout du doigt, c'est-à-dire les cellulaires et autres. C'est le même problème qu'on vit au Mali. C'est le même problème qui se retrouve en République démocratique du Congo. Au Niger, en Centrafrique. Et c'est le même problème qui veut se déporter au niveau du Cameroun. Voilà un pays, par exemple, comme le Mali. On vous dit, par exemple, là-bas, il y a 4 grandes armées. Il y a les FAMA, les forces armées maliennes. Vous avez la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour le Mali. Vous avez le G5 Sahel. Vous avez Barkhane. 5 forces armées qui sont incapables de mettre fin à un problème qui se trouve. Vous comprenez qu'en réalité, le problème n'est pas l'insécurité qui est là-bas, mais ce qui s'y trouve. Au même instant, on va vous dire qu'il y a un pays comme le Mali, ou alors la France, qui combat le terrorisme au Mali. Le Mali est un pays qui a une production annuelle d'or de 53 tonnes. Annuelle production d'or, avec pratiquement 50 usines de production d'or sur son sol, mais le Mali ne fait pas partie des réserves d'or dans le monde. Mais au même instant, la France qui n'a pas d'usine de production d'or, la France aujourd'hui c'est la 4e réserve d'or au monde avec 2346 tonnes. Ça veut dire que vous comprenez à la réalité, que est-ce que réellement la France étant au Mali est justement là pour défendre les intérêts maliens ou alors pour défendre ses propres intérêts? Ça, c'est une question. Oui. Ça nous envoie à comprendre le rôle même de la MINUSCO au niveau du Congo. Pour ceux qui ne savent pas, le Congo a le plus gros contingent de maintien de l'ordre. C'est-à-dire, on vous parle d'un peu plus de 20 000 casques bleus.
présents au Congo. Et au même instant, pour ceux qui ne le savent pas, la République démocratique du Congo, ça fait partie des 10 meilleures armées en Afrique. Ça veut dire que voilà un pays qui, sur son sol, je vais dire quoi, possède le plus grand contingent de casques bleus, nonobstant le fait qu'elle a une armée qui est classée parmi le top 10 des meilleures armées au monde, mais qui n'arrive pas à ramener la paix et la sécurité dans ce pays-là. Ça montre en réalité que ce n'est pas ça le problème. Et je terminerai mon analyse par ce mensonge de ce qu'on appelle aujourd'hui, oui, allons-y. Ce mensonge de ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté internationale. Pourquoi? Parce qu'à la réalité, vous allez vous rendre compte que ceux qui financent, si on peut dire ainsi, tout ce qui se passe là-bas, sont les mêmes aujourd'hui qui continuent à vous faire des rapports pompeux, des rapports qui n'ont pas de sens, comme quoi les choses se passent bien, et parfois même qui masquent la réalité. Prenons un cas très simple. Est-ce que vous avez entendu une chaîne de télévision occidentale faire une descente là-bas et faire une interview, une analyse sur la situation? Pas du tout. Ne vous tordez pas l'esprit, ça ne se fait pas. Voilà, mais pourtant, ils vont vous dire que le Cameroun a la pire crise humanitaire la plus oubliée du monde. Ils oublient même celle du Yémen. Ils sont allés foutre le bordel au Yémen, derrière ce qu'ils ont appelé la coalition internationale, avec l'Arabie Saoudite en tête, menée par la France, l'Angleterre, les États-Unis. Ils ont détruit tout un pays, ils ont enlevé le président Abdel Saleh. Pourtant, on ne refuse pas qu'il était là-bas depuis 30 ans, mais au moins son pays n'avait pas le problème qu'ils ont aujourd'hui. Le Yémen aujourd'hui, c'est le pays le plus menacé au monde. On vous dit pratiquement 2 millions d'enfants souffrent de famine, on a 2 millions de réfugiés, 1 million de déplacés internes. C'est un bordel là-bas. Mais ils ne vont jamais faire de rapport dessus. Mais ils auront la force de vous dire que le Cameroun a la pire crise humanitaire la plus oubliée de tous les temps. Au même instant, ils n'iront pas faire un rapport à la République démocratique du Congo où réellement on a un problème qui se vit. Parce que ceux qui financent justement ces médias mainstream sont les mêmes qui foutent le bordel du côté de ce pays-là. La question est, le grand frère Patient le disait tout à l'heure, est-ce qu'on va continuer à jouer les victimes? Non, on n'est pas obligé de jouer les victimes. À un moment, il faut que cela cesse. Mais comment est-ce que cela va cesser? Tant qu'on n'arrive pas à faire comprendre aux Africains où sont les réels enjeux du monde. C'est-à-dire que l'analyse qui a été faite même par mon cher copain tout à l'heure qui parlait du problème. Albert Anatola ici. Qui parlait du problème politique. Certes, le politique est là, mais le politique est dépassé. Ça, il faut le comprendre. Aujourd'hui, il faut faire mettre en lumière une certaine caste de jeunes qui vont amener la jeunesse, parce que c'est aussi ça. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que les Africains sont plus ancrés à suivre un jeune qui va les parler des problèmes de géopolitique, des problèmes de géostratégie, que de suivre un visage ancien de depuis qui venait dire des mêmes choses. Il faut amener ou alors rappeler sur la table un certain nombre de personnes qui vont venir expliquer les réelles problématiques de ce continent. Mais bien plus encore, il faut passer par la sensibilisation, par l'éducation des masses. Vous n'allez pas dire aux Africains, on ne va pas passer le temps à nous dire, si vous interrogez les hommes politiques, on va vous dire que ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest, c'est parce que les gens n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas de route. Mais derrière, on va être incapable de vous dire qu'en réalité, c'est une région qui donne un versant sur l'océan Atlantique, qui est la deuxième réserve pétrolifère au monde. On va également faire exprès de ne pas vous dire que les États-Unis, particulièrement l'US Navy, avaient demandé à l'État du Cameroun de déposer au niveau de la région du sud-ouest une base de l'US Navy. Ils ont reçu une fin de non-recevoir. Ils ont demandé de déposer au niveau de Bamenda une base des Marines. Ils ont reçu également une fin de non-recevoir, tout simplement parce que selon de façon officielle, ils voulaient aider le Cameroun dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime. Mais derrière, on sait que les enjeux étaient tout autres. C'était d'avoir un certain contrôle sur cette région du Golfe du Guinée. Donc, c'est des enjeux aujourd'hui que les gens ne viendront pas sur les plateaux clairement vous annoncer ça. Mais le problème, c'est un problème de fond. Il faut éduquer les masses. Il faut comprendre aujourd'hui que l'Afrique doit pouvoir parler d'une voix et comprendre en réalité que, et j'aime bien cette phrase du grand frère Patrice Sapa qui disait, un peuple bien éduqué n'a pas besoin de guide éclairé pour le guider. Ça veut dire qu'il faut justement amener nos peuples à comprendre les réels enjeux qui secouent le monde et la place de l'Afrique dans ce sens. Merci beaucoup à Charlie Keigne pour cette première prise de parole. Permettez-moi de dire bonjour à un autre invité qui vient d'arriver. Jules Diawé, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, bonjour à tous les panélistes, bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs d'IBS. Très heureux de vous avoir. Hein. Merci, merci. C'est vu pas facile, mais finalement vous êtes là. C'est une joie partagée, d'être sur le plateau de DBS et de partager avec ceux des Camerounais, ceux des Africains
qui sont en quête de savoir. Très heureux de vous avoir sur le plateau. Vous nous avez trouvé en plein cœur du sujet. Les multinationales et la guerre du coltan en République démocratique du Congo, du sang dans nos cellulaires, c'est la grande interrogation. Paul est là, je vais revenir avec vous dans cette histoire. Je vais rencontrer une petite histoire. Valentin est quelqu'un, un jeune homme de quelques années, je dirais 13 ans. Les bras attachés dans le dos, il lui est impossible de bouger. Un soleil de pont frappait d'ailleurs la cour de l'entreprise minière où lui et ses amis étaient retenus captifs. Il vous montre là l'image de ces enfants qui sont justement dans les mines de coltan du côté de la RD Congo où les enfants jeunes de 8 à 13 ans sont attachés, les mains dans le dos, mais qui sont obligés également d'entrer en plein cœur même, il faut le dire, du centre de la Terre pour chercher un minerai, nous dit-on, eh bien, que c'est un minerai de la guerre et il ne devait pas être vendu, mais pourtant, il l'est vendu. Et les entreprises sont, il faut le dire, légion multiples sur le continent africain qui sont justement à la recherche de ce minerai rare qu'on appelle le coltan. Steve, vous savez, il y a des sujets qui sont très difficiles du moment où ils portent atteinte à la dignité humaine, oui, sans tenir compte de l'âge, sans tenir compte du genre. On sait que au Kivu, qui est limitrophe au Rwanda, il y a des atrocités qui n'ont pas de nom, telles que vous venez de le décrire en prenant cette histoire de cet enfant de 13 ans, qui n'est qu'une parmi malheureusement des millions d'histoires similaires. J'ai commis un article dans mes différentes productions qui était intitulé « L'hypocrisie de l'Occident ». Et mes prédécesseurs ont fait quand même état de cette réalité malheureuse, honteuse. Mais vous savez, j'aime souvent à dire que l'Occident n'a jamais eu honte de rien et ce n'est pas demain que ça va commencer. Quand vous vous souvenez de Léopold II, l'un des pires criminels, comme l'a si bien précisé par Fendom, l'un des pires criminels que l'humanité ait jamais connu, devant qui, en réalité, Hitler était un enfant de cœur, puisque on vous dit que Léopold II, qui avait fait de la République démocratique du Congo sa propriété privée, oui, il faisait sévir toutes sortes d'atrocités aux femmes, aux enfants, aux hommes, en les mutilant. Quand vous reveniez avec la quantité d'or qui n'était pas attendue de vous, vous aviez des bras coupés. Vous aurez pu montrer quelques images. En tout cas, elles sont à profusion sur Internet. J'invite nos téléspectateurs à les regarder. C'est l'un des pires criminels que la Terre ait jamais connu. Mais qu'est-ce qu'on nous raconte dans les livres d'histoire? On ne nous parle que d'Hitler, comme le plus grand monstre que l'univers n'ait jamais connu. Alors que Léopold II, c'est plus de 10 millions de morts, et que Hitler, je ne sais même pas si c'est la moitié. Et vous vous rendez compte qu'en réalité, ce qui importe l'Occident, qui s'érige et qui s'est érigé depuis au moins le 15e siècle, que le malheur de l'Afrique a commencé à la rencontre de l'Occident, justement, vous vous rendez compte que l'Occident, en réalité, ne vit que d'hypocrisie et ne manifeste que des prétendues attentions au monde qui en réalité ne servent, la seule chose qui les intéresse, c'est de servir leurs intérêts. Quand vous vous souvenez que ce Léopold II, roi de Belgique, a fait les pires choses qu'on ait jamais vues sur la planète, mais que ce soit plutôt Hitler qui soit présenté comme un monstre et Léopold II comme un civilisateur, ça veut dire celui qui a apporté la civilisation en République démocratique du Congo, vous comprenez une chose toute simple, qui est trivial, c'est que ce n'est pas le crime qui importe, ou la punition du crime, ou la dénonciation du crime qui importe l'Occident, mais c'est l'origine des victimes. Oui. Pourquoi est-ce que Hitler est présenté comme tel? Je n'ai pas dit que c'était un saint. Mais en réalité, s'il faut mettre sur une balance en termes de victimes, en termes d'atrocités, en termes de quantité, Léopold II, c'est son maître. Mais vous vous rendez compte que d'un côté, il y a des victimes qui sont des victimes blanches, juives, qui plus est. D'un autre côté, vous avez des victimes qui sont des victimes noires, africaines, et donc du coup, ça ne compte pas. Je vous rappelle que vous avez une charte de l'audiovisuel en France et en Occident qui interdit qu'on expose les corps d'une certaine manière parce qu'on dit que ça porte atteinte à la dignité humaine. Retenez bien, ça porte atteinte à la dignité humaine. Oui. Mais quand il y a eu le génocide du Rwanda, toutes les chaînes occidentales montaient les monceaux de cadavres. Là, on ne parlait plus de dignité humaine. Alors, ça doit nous interpeller pour bien comprendre que l'hypocrisie de l'Occident, depuis qu'on l'a rencontrée, est manifeste et touche à son comble.
et qu'on ne doit pas s'attendre ni s'offusquer ni s'étonner des atrocités que l'Occident fait vivre et de la manipulation qui est propre à sa nature. Je ne suis pas en train de faire de l'essentialisme parce qu'on va me reprocher cela, mais on voit très bien qu'ils ont au moins une culture de violence, d'hypocrisie et de malhonnêteté intellectuelle. Et donc, quand vous vous rendez compte de ce qui s'est passé donc justement à la période de Léopold II, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien qui a changé. Rien n'a changé, je pars de là à dessein pour vous montrer que depuis la rencontre de l'Occident et du Congo, avec justement par le truchement de la Belgique, qui était son colonisateur, vous vous rendez compte que c'est la même chose aujourd'hui. À autant de Léopold II, on mutilait des gens parce qu'ils ne rapportaient pas suffisamment d'or. Aujourd'hui, vous me parlez d'un enfant de 13 ans qui n'est pas le seul et qui est compté parmi tant de millions d'autres qui sont attachés dans le dos et qui sont... Il faut regarder, parfois on inviter les téléspectateurs à regarder sur Internet. Il y a des vidéos atroces, ils sont insoutenables, qui vous montrent comment des enfants de moins de 10 ans rentrent dans des mines parce que justement l'enfant est plus malléable, l'enfant on peut facilement lui faire passer par un trou aussi exigu. Exactement, parce qu'il y a des adultes ne pourraient pas passer par certaines parois. Et donc, c'est un drame qui n'a juste pas de nom au Congo, en République démocratique du Congo. C'est un drame qui n'a pas de nom. Mais la communauté dite internationale, qui n'a de regard que pour ses intérêts macabres, se tait complètement. Pourquoi? Parce que vous l'avez si bien dit, c'est les multinationales qui tirent profit, c'est les sociétés de télécom, c'est les sociétés de véhicules, c'est les sociétés de réacteurs nucléaires, parce que le coltan est très utilisé dans les réacteurs nucléaires également, ainsi de suite. Donc, vous avez une situation qui perdure, qui a fait plus de 10 millions, voire 20 millions de morts, tel que vous le disiez tout à l'heure. Mais, je vous rappelle que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu de drame aussi macabre, qui se compte en millions de morts. Oui. Mais ça ne dira pas, mais surtout, des victimes civiles et innocentes, des enfants, des femmes. On viole des femmes enceintes. Il y a même des rites, des rites diaboliques qui sévissent là-bas. C'est-à-dire qu'on voyait des enfants qu'on pile, on les tue, on pile la tête, mais c'est des réalités. C'est très dur, mais voilà ce qui sévit dans l'un des pays les plus riches au monde, parce que la République démocratique du Congo, c'est quand même 2,5 millions de kilomètres carrés. C'est l'un des plus grands pays d'Afrique et du monde. C'est le plus gros producteur potentiel en termes d'énergie hydraulique en Afrique et l'un des plus gros au monde. C'est le premier producteur de cobalt au monde. C'est le pays qui produit près de 60 à 80% de coltan dans le monde, en tout cas en termes d'export. 60 à 80% de capacité, merci. Vous vous rendez compte que la seule chose qui intéresse l'Occident, ce sont les ressources minières. Vous avez entendu parler de la carte à 1 milliard de dollars? La carte à 1 milliard de dollars, c'est un projet que la Banque mondiale a mis sur pied, je crois, en 2015, et qui devait avoir vu le jour en 2017, je ne sais pas ce qu'il en est, et qui consistait à réaliser la carte minière de toute l'Afrique pour dire à chaque endroit où se trouve tel ou tel minerai, et ils ont présenté ça comme un intérêt et un avantage pour les Africains. Mais en réalité, c'est dans leurs seuls intérêts, puisque vous avez déjà des entreprises qui se sont positionnées et des entreprises occidentales. Mais vous avez donc une situation qui ne peut pas continuer à perdurer. Mais vous avez à l'intérieur de l'Afrique, justement, ce qu'on a appelé dernièrement les ennemis de l'intérieur, qui font le jeu, justement, de l'Occident, oui, qui sont à la tête de nos États, qui sont dans nos gouvernements, et qui, justement, piétinent la dignité humaine parce qu'ils ont quelques millions de dollars et quelques vies rêvées en Occident. Et je vais terminer ce point en disant que on en a marre et il faudrait que les populations que nous sommes prennent leurs responsabilités partout en Afrique, parce qu'on parle aujourd'hui de la République démocratique du Congo, mais c'est une vérité triste, une réalité triste dans tous les pays africains qui regorgent de richesses incommensurables. Il faudrait qu'on commence à prendre nos responsabilités sans plus attendre que nos dirigeants fassent quoi que ce soit, parce que beaucoup parmi eux, malheureusement, sont des corrompus. Oui. Et vous vous rendez compte que on nous parle de la RDC où croupissent des millions de personnes dans la misère, mais on vous dit que c'est l'un des pays, comme la Centrafrique, dont on a parlé dernièrement, qui regroupe le plus grand nombre d'ONG. Il y a des centaines d'ONG
en République démocratique. Et on se pose bien la question, qui roule dans les fonctionnaires. À quoi servent-ils? Dans les fonctionnaires roulent carrosse. L'ancienne MONUC qui est devenue MINUSCO aujourd'hui, qui a plus de, comme le disait mon confrère, qui a plus de 20 000 hommes aujourd'hui, a un budget annuel de 1,5 milliard de dollars. Le budget sur annuel, 1,5 milliard de dollars. Mais ces milliards de dollars qu'on pompe pour des ONG, pour des MINUSCO, des MONUC et toutes les conneries qu'on impose à l'Afrique, pouvaient servir pour justement rétablir la sécurité, non seulement la sécurité, parce qu'en réalité la sécurité est entretenue. Parce que la sécurité entretenue, c'est depuis 1996 avec la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda qu'on a cette réalité-là. Et qui doit être entretenue parce que justement ça fait le jeu du voisin rwandais, ça fait le jeu des multinationales qui justement plébiscitent le Rwanda comme un pays modèle, alors qu'en réalité c'est sur le sang de ces civils qui ne demandent qu'à vivre et qui sont des innocents. Merci beaucoup à vous, Paul. Et là, cet après-midi, je vais me tourner vers vous, Jules Ndiawe, pour revenir justement sur le cas du Rwanda, qui est devenu aujourd'hui, entre 2013 et 2014, le premier exportateur mondial du coltan, le minerai utilisé justement dans la fabrication du tantal. Le pays a exporté en 2013 2 466 025 kg de tantal, soit 28% de la production mondiale. Vous qui êtes justement du côté de la République centrafricaine, on a l'impression qu'on prend les mêmes, mais on recommence. À chaque fois qu'il y a un pays très riche sur le continent africain, tout de suite, on a des prédateurs qui viennent d'ailleurs, avec la complicité parfois de certains, il faut le dire, de nos compatriotes. Oui, mon très cher frère. Avant de répondre, je vais attirer l'attention sur le discours de Biden lors de sa prise au pouvoir. Oui. Sur le plan économique, il a annoncé que 650 000 véhicules de l'administration américaine allaient être retirés du circuit pour y introduire des véhicules écologiques. Vous savez, les véhicules écologiques utilisent l'électricité et du coltan. Gaz, du schiste et sans oublier le coltan. Dans les batteries. Dans les batteries, voilà. Le lithium. Donc, vous pouvez comprendre les enjeux. Il annonçait simplement que une nouvelle phase de guerre allait avoir lieu sur le continent africain. C'était clair. Il annonçait une nouvelle phase de guerre. C'est dommage que les penseurs africains se contentent des discours et ne poussent jamais la réflexion pour développer des stratégies afin de contrer toutes ces approches. Vous parlez du Rwanda. Le Rwanda aujourd'hui est devenu une puissance en Afrique. Et on se demande bien pourquoi. Une puissance en Afrique. Ça. Le pourquoi, je ne vais pas m'étendre sur le pourquoi. Parce que le pourquoi, nous savons tous ce qui s'est passé avec la RDC. Nous savons tous que le Rwanda, c'est un petit État qui est dépourvu de matières premières, mais qui en fait est une agence, un État agent commercial. C'est un trader, comme on utilise dans le langage. Mais il le fait bien. Ils le font si bien qu'ils parviennent aujourd'hui à exporter leur savoir-faire dans d'autres... Mais sauf que le Rwanda aussi est devenu une puissance militaire. Une puissance militaire. Et je pense que c'est pas mauvais que le Rwanda devienne une puissance militaire et que beaucoup d'autres États africains empruntent cette voie. Ça peut, à moyen terme, nous éviter d'avoir des forces françaises, portugaises, italiennes et autres dans les contingents de maintien de paix sur le continent. Parce que c'est aussi ça le problème. On se demande par exemple en Centrafrique pourquoi au sein de la MINUSCA on fait venir des gens du Bangladesh, voilà, des Portugais, et on constate souvent que lorsque c'est un groupe armé à
je n'aime pas trop utiliser ces expressions-là. C'est un groupe armé pro-musulman, occupe un territoire et qu'en face, il y a une force de maintien musulmane, on constate qu'il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas de neutralité, d'objectivité. Oui. Donc, il faut solutionner ces problèmes par le développement des armées fortes dans nos États et par des synergies. Et donc, moi qui suis en Centrafrique, je ne vois pas de mauvais œil le fait que le Rwanda soit une puissance militaire qui vienne en appui à l'État centrafricain. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de réguler le cadre de fonctionnement de ce partenariat. Le Rwanda en Centrafrique aujourd'hui dans le cadre des accords bilatéraux prônés par l'Union africaine, les accords Sud-Sud, Oui. les accords de coopération Sud-Sud, qui ont été adoptés il y a, je crois, 17 ans, et qui jusqu'ici n'ont jamais été effectifs. C'est en Centrafrique aujourd'hui que l'on constate, que l'on va vers l'effectivité de ces accords sur le plan militaire. Mais il ne faut pas seulement qu'on s'arrête sur le plan militaire, il faut qu'on poursuive cela sur le plan économique, parce que le nerf de la guerre, c'est l'économie. Oui. Parce que vous savez, quand on parlait du Congo depuis 30-40 ans, on a tout ce bordel. Le principal enjeu, il est économique. Voilà, il est économique. Quand on essaie parfois de nous perdre en conjecture avec des slogans creux, des thématiques creuses, la vérité c'est que tant qu'il y a le désordre, on peut puiser les matières premières à moindre coût, on peut les prendre, on peut même, en fait, je dis à moindre coût comme si parfois C'était on discutait, vraiment, on fout le bordel et puis pendant que vous battez, des gens s'accaparent de vos richesses. Mais je pense qu'il faut une réflexion profonde. Et c'est en cela que le président professeur Faustin Archange Touadéra, après avoir fait le tour du problème, a décidé de mettre en application cette convention de l'Union africaine qui prône les accords Sud-Sud. Donc aujourd'hui, vous avez des pays comme l'Angola qui sont attendus sur le terrain des opérations militaires, Oui. aux côtés des forces loyalistes, et surtout la rupture de ce que depuis la fin de la guerre froide, on a plus vu, on a assisté à un fonctionnement unipolaire du monde. C'est-à-dire que tout se passait dans le bloc ouest. Voilà. Et il lui fallut qu'il y ait quand même un courageux, Dieu merci, c'est un Africain, qui puisse aider à reconfigurer les jeux de la géostratégie en poussant le bouchon, en allant ramener la Russie dans le périmètre africain. Ce qui pose un énorme problème tactique aux autres grandes puissances. Et donc moi je dis aujourd'hui, le monde n'est plus le même. Oui. Quand on allait vers la cassure du mur de Berlin en 90, nous n'avions pas le téléphone cellulaire. Nous n'avions pas le téléphone portable, justement. Internet était utilisé à des fins militaires. 35 ans après, 35-40 ans après, vous voyez le résultat, il est là. Et donc nous devons profiter des évolutions du temps pour marquer notre passage et notre présence dans les sphères. Et c'est, à mon avis, il faut capitaliser. Mais non, je ne veux pas faire un procès au Rwanda. Nous savons tous ce qui s'est passé dans cette histoire entre le Rwanda et la RDC Congo, relativement lié au problème de Goma. Oui. Je pense que c'est un problème interafricain qui a commencé à trouver des solutions à l'échelle africaine. La preuve aujourd'hui, il y a une accalmie, il y a une véritable accalmie. Nous avons constaté que le président Tshisekedi et le président Paul Kagame travaillent en étroite collaboration pour régler le problème. Et ça, c'est des meilleures méthodes. Nous constatons que la résolution de ce problème n'a pas été déplacée à Marcoussis ou à Monte-Carlo ou à Paris. C'est déjà quelque chose de louable. Et je pense que nous, en Afrique, nous avons l'intelligence nécessaire. Nous avons les hommes adéquats, les hommes qu'il faut pour mener ce type de réflexion et aboutir à des solutions efficaces.
Merci beaucoup, messieurs. Je vais également rappeler à nos téléspectateurs que le numéro du téléphone s'affiche déjà au bas de vos écrans. C'est votre moment de nous appeler. Vous étiez d'ailleurs très nombreux à commencer à nous appeler avant même l'heure. Il est justement 15h. Et bien sûr, vous pourrez justement nous appeler cet après-midi. Permettez-moi, monsieur, de lire quelques messages que nous ont envoyés nos téléspectateurs cet après-midi. Déjà, ça commence à sonner directement. Nous allons aller au plus profond d'ailleurs. Je ne sais pas comment ça va se passer. On a quelques petits problèmes toujours avec le téléphone. Je vais lire quelques messages d'ailleurs en attendant d'ailleurs de résoudre ce problème. On espère que ça va aller. Bon, au téléphone, ça sonne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonsoir. On vous écoute. Oui, bonjour GPS, bonjour l'Afrique, bonjour le Cameroun. Comment est-ce qu'on vous appelle? J'appelle depuis Douala. Oui. On m'appelle Saïd. J'appelle depuis Douala et vraiment aujourd'hui, je suis en train de regarder les débats. Excusez-moi, j'étais avec des enfants à la maison. Bon, c'est pas maintenant. Et je crois que pour la première fois quand même, d'être invité quelqu'un de très réfléchi, ce monsieur en chapeau rouge. Parce que nous, au Cameroun, on aime toujours critiquer le Rwanda. Mais le Rwanda est venu aujourd'hui sortir des lois. S'ils peuvent aussi profiter et tout faire profiter les populations, ça fait quoi? C'est ce qu'on demande dans beaucoup de pays africains aussi. Faites comme les Blancs, ils ne sont pas aussi parfaits, ils ont des problèmes. Hein. Mais au moins, ils essayent de faire, ils essayent quand même de donner la santé, la scolarité et autres. Mais ce monsieur a donné des analyses claires, parce que les Camerounais n'ont jamais vécu ça. C'est pour ça que les pays sont intellectuels, ça s'est sur des plateaux, racontent. Ce monsieur sort dans une zone de guerre. Je crois qu'ils peuvent les dire à quoi ressemble la guerre. So, aujourd'hui, le Rwanda est revenu par un jeune président, quelqu'un qui s'est battu, un ancien militaire, qui aujourd'hui essaye de se démarquer. Mais c'est un jeu de stratégie sur le monde, ça marche comme ça. Ce n'est pas atteint nulle part, même à l'époque des prophètes, c'était des guerres, mais ceux qui réussissaient à mettre les populations très bien. Mais je ne vois pas pourquoi, à chaque fois, toujours, il faut critiquer quand un pays essaie de monter. Mais le président Tshisekedi aussi, il a en train de se battre pour s'en sortir. Ce n'est pas facile. Quand vous avez en face de vous des vautours comme ces blancs-là, que toujours on à Colombe bavate là. Mais il faut aussi, comme le monsieur en chapeau rouge, il a dit, moi je t'appelle général pour la thématique du jour. Moi je dirais que vraiment il faut qu'on essaye de réfléchir. Comment est-ce qu'on peut aussi imiter le bon exemple? On a un artiste camerounais qui l'a chanté. N'ayons pas honte d'imiter le bon exemple. Le bon exemple, c'est de voir comment certains se démarquent et nous on se démarque et en aller vers l'avant. Parce que si on veut, quelle que soit la façon dont on va vouloir lutter avec les Occidentaux, que ce soit intellectuel avec toi, nous n'avons aucun. Ils ont beaucoup d'avance sur nous. Donc, j'avais vraiment besoin d'intervenir aujourd'hui. Tout dire à mes jeunes frères, les deux collés là en chemise et autres là, que essayer, il faut toujours comprendre que la vie, ça marche comme ça. Il y a ceux qui tuent pour leur poche, il y a ceux qui tuent pour leur poche. Pour l'instant, en Afrique, on tue d'abord pour nos poches. On ne tue même pas pour nourrir nos peuples avec. Puisque sur cet argent que nous avons, nous les gardons en Europe. Nous passons notre temps en Chine partout. Regardez les Chinois, regardez la Russie. La Russie aussi vient de loin, mais aujourd'hui, regardez ce que la Russie est. Parce que nous-mêmes, d'abord, nous ne sommes pas sincères. Quand quelqu'un veut démarquer, on bloque. Quand quelqu'un veut faire quelque chose, on est toujours en train de critiquer. Moi, je crois qu'il faut que les Africains s'entendent et qu'on comprenne que si on veut réussir, on doit être ensemble. Vraiment, que j'avais à dire pour la journée d'aujourd'hui. Merci. Merci également à vous, Saïd, de nous avoir appelé, même si on pense que vous n'étiez pas justement en plein cœur du sujet. On espère également que vous allez revenir, que vous allez mieux comprendre justement les enjeux de notre thématique de cet après-midi. La multinationale et la guerre du coltan en République démocratique du Congo. Du sang dans nos cellulaires, c'est notre grande interrogation. Permettez-moi, messieurs, le standard reste ouvert. Bonjour, monsieur Ngos, et à votre équipe et à vos invités. Je tenais simplement à vous encourager pour l'éveil de conscience que vous apportez au peuple africain, force et courage. Que Dieu et nos ancêtres vous préservent et vous bénissent. Bon dimanche, c'est Bandapa depuis la Normandie, précisément à Caen, en France. Au téléphone, ça sonne. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Samba Florent, je vous appelle depuis l'Allemagne. Depuis l'Allemagne? Oui, depuis l'Allemagne. En fait, le sujet m'intéresse beaucoup parce que moi, j'ai étudié la géomatique au Canada. Et en fait, c'est là où j'ai compris la puissance de tous ces satellites qui traversent le continent africain.
Et en fait, ils font des cartographies et avec ces cartographies, on est capable de voir exactement sur la Terre à quel niveau, quelles sont les ressources qui sont dedans. Je vous avais fait part une fois d'un ami qui a fait les études avec moi au Canada, qui a fait sa thèse sur les anciens voies d'eau au Mali. Et en fait, il a été le premier à découvrir, et ça, ce que je vous dis, c'est en 2010, je peux vous mettre en contact avec lui, à découvrir que le Mali, en fait, tout en étant un scandale au niveau de l'or, était un scandale aussi au niveau de l'eau, parce que le Mali est regorgé d'eau. Parce que c'était d'anciennes mers, et l'eau, en fait, est allée dans les nappes souterraines. Donc, il n'a pas pu continuer sa thèse parce qu'il a reçu des menaces de mort de la France, et il a dû arrêter ses études très vite. Il est retourné au Mali. Et ce serait intéressant que je vous mette en contact. Lui, il va pouvoir vous expliquer vraiment la quintessence même de la géomatique et de tous les satellites que les gens utilisent, qui sont autour de du continent, ou même les petits drones maintenant qui ont des caméras ultra sophistiquées qui permettent, une fois la photographie faite, parce qu'en fait, tous les métaux ou tous les matériaux répondent à ce qu'on appelle des longueurs d'onde, c'est-à-dire l'or a une façon de refléter, d'envoyer des signaux, les diamants et tout ça. Et ce que vous, aujourd'hui, vous faites un travail extraordinaire, parce que même ici en Allemagne, j'ai des amis qui font des études sur l'Afrique et tout, qui sont intéressés à ce que vous êtes en train de dire et qui vous étudient, qui vous écoutent et qui font aussi des débats parce qu'ils voient qu'il y a une autre Afrique qui se réveille, et il y a une autre Afrique qui n'est plus la même que celle que les gens avaient l'habitude de voir, des gens qui n'étaient au courant de rien, qui étaient complètement déphasés. Et ce que je vais dire pour finir, c'est juste à M. Jules Yahweh, il faudrait que M. Touadéra fasse de plus vite pour dégager l'armée française qui est au niveau de l'aéroport de Bangui. Parce que ces gens-là sont en train de chercher à gagner du temps. Et la première occasion qu'ils vont avoir, ils vont pas se gêner de faire quitter M. Touadéra. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment qu'ils fassent au niveau des Nations Unies, écrire une lettre ouverte et demander que la France quitte le territoire et que toutes ces ONG-là aussi quittent le territoire parce qu'elles sont juste là pour piller. Et je vais vous envoyer, M. Goss, les coordonnées de ce Malien-là qui a fait les études au Canada sur la télédétection. Ça s'appelle la télédétection altimétrique. Mais c'est incroyable qu'est-ce qu'on peut faire avec. C'est vraiment incroyable qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc je vous remercie et vraiment que les ancêtres vous protègent. Vous faites un travail extraordinaire. Parfait d'homme, ces analyses sont d'une qualité que même le dernier camp de la Terre comprend très très vite. Vraiment grand merci. Et on est de tout cœur avec vous et on ne vous lâche pas. Vraiment grand merci. Merci également à vous de nous avoir appelés cet après-midi depuis l'Allemagne. Toujours le standard reste et demeure ouvert. Vous pourrez également nous appeler cet après-midi pour justement nous donner votre avis sur la question que nous avons sur la table cet après-midi. Toujours au téléphone, ça sonne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Comment est-ce qu'on vous appelle? On m'appelle Ndiobam Emmanuel. Je vous appelle souvent depuis à Kondolinga. Depuis à Kondolinga, mais cette fois-ci, je suis à Douala. On vous écoute. Oui, bon. Oui. Premièrement, c'est pour, n'est-ce pas, vous encourager, vous remercier par rapport au sujet la semaine passée que je vous avais demandé, rappeler de mettre en orbite concernant, n'est-ce pas, la différence entre les intellectuels et tout ce qui se gargarise avec les gros titres professeurs là. Monsieur est là, vraiment, il était impérial, hein. Il était impérial sur le sujet, il crois que c'était son sujet. Et j'aimerais vous proposer notre sujet qui, à propos, n'est-ce pas, des pactes coloniaux, parce que j'ai entendu beaucoup les Bandakani et autres là, nous faire trop de tapage avec. Ils essayent un peu de nous éclaircir, parce qu'ils passent leur temps à nous dire comment est-ce qu'on n'a pas renouvelé, alors qu'on connaît que le Cameroun a renouvelé, n'est-ce pas, ses accords.
Et j'aimerais aussi encourager le grand frère Attendom qui reste toujours droit dans ses bottes. Et à lui, à Patrick Sapat, les incorruptibles. Vous êtes vraiment la référence. Et nous sommes derrière vous. On vous encourage, Patrick Sapat, grand frère. Vous êtes impérial. Donc, merci à vous tous et bonne soirée. Merci également à vous de nous avoir appelés cet après-midi. Oui, et le sujet qui mérite surtout sur les pactes avec la France et le reste là. Si vous pouvez vraiment nous éclairer. Merci de nous avoir appelés cet après-midi. On vous comprend parfaitement, il y a pas mal de sujets sur lesquels on avait déjà débattu, mais qui reviennent toujours sur la table et ils sont très nombreux. Ceux-là, justement, qui aimeraient que nous les reprenions. On espère tout simplement que nous aurons le temps, justement, de le faire. Bonne soirée à vous. Ok, merci. Toujours au téléphone, vous pouvez toujours nous appeler cet après-midi. Permettez-moi de lire encore ce message. Est-ce que Kagame est en train de parasiter son voisin pour faire vivre son peuple au nom d'une souffrance? Pardon Steve. Dites au premier appelant de faire attention avec ses analyses. On vous comprend parfaitement, cette personne qui nous a appelé cet après-midi. Allô, bonsoir, bienvenue à vous. Cette personne qui nous a appelé cet après-midi. Allô, bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes à l'antenne, on vous écoute. D'accord. La meilleure des choses à faire lorsque vous nous appelez, vous baissez juste le volume de votre téléviseur et tout de suite, on pourra vous avoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Steve, c'est Moto. Moto depuis la Suisse, on vous écoute. Oui, bonsoir. Alors, la thématique de l'exploitation des richesses minières en Afrique et leur implication sur la population est très intéressante et peut être tirée sur plusieurs aspects. Donc, avec ta permission, j'aimerais un peu appeler le côté historique. Il y a une chose qui me marque en fait là, c'est quoi? C'est que on a souvent l'impression que l'Africain en fait ne sait pas ou ne connaît pas la valeur des minéraux qui se trouvent dans son sous-sol, par exemple le coltan. Mais par contre, l'Africain a toujours su ce qui était dans son sous-sol et la valeur de ces minéraux. La preuve, par exemple, on a vu dans le royaume Ashanti qu'ils ont beaucoup exploité de l'or. On regarde même avec nos bijoux que nous portons actuellement et qui sont façonnés depuis des siècles. On y trouve le cuivre, le bronze et bien d'autres matières. Mais il y a une chose importante à relever, c'est que au-delà de l'aspect esthétique, le port et la manipulation de ces minéraux ont une valeur thérapeutique. Car, par exemple, il a été démontré par des chercheurs européens, eux-mêmes, que le cuivre, par exemple, a une influence sur la charge énergétique de nos cellules. Et on a l'impression que voilà, c'est découvert ici, mais par contre, nous, en Africain, nous les Africains, on sait ça depuis des années. Regardez, par exemple, chez nous, les Mboro. Ils sont toujours plein de bijoux autour d'eux, autour du cou. On regarde les Maasai au Kenya, les causes en Afrique du Sud, par exemple. Donc, nous savons quelle est la valeur de nos minéraux. Et quelque part, ça pose la question de savoir un peu au niveau historique, comme on peut parler de traite négrière, parce que on peut se demander comment est-il possible qu'une personne qui connaît la valeur de ces minéraux change la vie humaine pour de la pacotille. Donc, parler de traite négrière, voilà, pour moi, c'est déjà une sorte d'imposture. Donc, en tout, c'est de dire quoi? C'est que les minéraux et le coltan et tout ce qui tourne autour, nous connaissons la valeur de ces choses. Et nous devons peut-être y mettre, comme l'a dit par Sendom, un peu d'éducation, apprendre ça aux enfants. Comme par exemple, moi, je ne savais pas que la raison pour laquelle les Mboro portent tout le temps ces bijoux d'or et cuivre, c'est surtout pour se protéger de certaines maladies. On voit que ces gens, il y a des maladies qui ne les atteignent pas. On se demande peut-être c'est la magie. Non, ils savent comment manipuler des choses. Peut-être éduquer nos populations sur l'importance de nos minéraux, sur la valeur de nos minéraux. Et une fois que le peuple connaît exactement ce qu'il y a son sous-sol, va créer justement des énergies ou des institutions pour pouvoir protéger
ce type de minerais. On peut se réjouir, par exemple, qu'au Cameroun, le président a créé la société minière, c'est déjà une bonne chose. Mais moi, je pense que, voilà, les impérialistes l'ont dit, la guerre amène de l'argent et la paix vide les poches. Ça, on le sait. Ils vont toujours faire la guerre pour se coltan, mais je pense qu'une des solutions qu'on peut implémenter serait justement d'éduquer le peuple sur la valeur de nos propres minéraux. Nous savons ce que c'est le coltan, nous savons tout ce qu'il y a sur notre sous-sol. Il faut en faire justement quelque chose de fondamental. Voilà. Je te remercie, je salue tous les panélistes et je souhaite un bon dimanche à tous. Merci beaucoup également à vous. Moto qui nous appelle toujours depuis la Suisse. Le standard reste demeure ouvert avant de revenir justement avec les invités. Albert Anatolaïs également qui est avec nous. Merci beaucoup les panélistes pour tout ce que vous faites. Je suis Yakito et je vous suis toujours à partir du Burundi. Courage à vous, courage également à vous. Merci à vous qui nous appelez depuis le Burundi. Au téléphone, ça sonne toujours. Oui, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Ouais, c'est monsieur Yves Donald, depuis Douala. Station minière. Et puis, baissez le volume de votre téléphone, de votre téléviseur, s'il vous plaît. On ne peut pas vous écouter et pendant que vous êtes à l'antenne, vous vous écoutez également. S'il vous plaît, prière de baisser le volume de votre téléviseur avant de nous appeler. Au téléphone, ça sonne. Allô, bonsoir. Au téléphone. Toujours des petits problèmes avec le téléphone ce matin, cet après-midi. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Oui, on n'a pas de contribution pour... Au téléphone, toujours, ça sonne. Allô, bonsoir. Bonsoir, M. Ngos, et bonsoir à tout le panel. C'est Cochissé, j'appelle depuis Paris. Cochissé depuis Paris, on vous écoute. Ok. En fait, M. Ngos, justement pour la thématique d'aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, quand on vient nous prendre le coltan ou on nous fait travailler de force avec le coltan, il faut déjà connaître qu'il y a d'abord eu l'esclavage. Les Européens se sont toujours appuyés sur l'Afrique pour pouvoir faire ce qu'elle veut. Avant la révolution industrielle, c'est les Noirs qui étaient le coltan. C'est les Noirs qui ont fait tout ce boulot-là. Après la révolution industrielle, ils ont décidé de passer par les matières premières. Et c'est ce qui continue. Et maintenant, le délit, c'est qu'il y a certains de nos frères qui ne comprennent vraiment pas la politique, qui ne comprennent pas les traites, qui ne comprennent pas les ennemis du continent, qui passent le temps à les vénérer. Mais Kagame, c'est un génocidaire, M. Ngos. Kagame, c'est un génocidaire. Tout le problème du Congo, c'est Kagame. Quand on a fait partie Mobutu et qu'ils ont renversé le président, l'ancien président rwandais, qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Les États-Unis, le Canada, Israël et tous ces pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont placé Kagame à la tête du Rwanda pour pouvoir contrôler la zone des Grands Lacs. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Hein? Il y a les travaux qui ont été faits sur ça. Il y a notre frère camerounais Charles Nana qui a fait un livre phénoménal pour ça. Il y a un journaliste d'enquête français qui a fait un livre pour ça. Hein? Pierre Payan a fait un livre pour ça. Kagame, c'est le problème du Congo. Kagame, c'est le problème du Congo parce que le Congo exporte les matières premières qui ne se trouvent pas dans son sol. L'Amérique se cache derrière Kagame, on lui fournit des armes et tout ce qu'on veut, et Kagame fait le travail des Américains, le travail que les ONG fait, c'est ce que Kagame fait. Et quand un opposant veut brancher, on l'assassine, et il est couvert par ses maîtres qui sont l'Occident. Et aujourd'hui, les Africains viennent, ils nous disent oui, il faut qu'on fasse comme Kagame. Est-ce qu'on peut faire comme ça? On ne peut pas unir que dans la gueule. C'est les plus forts qui mangent les plus petits. Comme aujourd'hui, le Cameroun est plus fort, peut-être le Centrafrique. Il faut dire aussi comment ça fait ce que Kagame fait au Congo. Mais on ne peut pas penser comme ça. Là. On ne peut pas penser comme ça. Le problème aujourd'hui, c'est une vraie prise de conscience. Il faut regarder les gens que le peuple élit à l'Assemblée nationale. C'est à partir de là que vous comprenez que le peuple même qui demande la libération, qui demande son émancipation n'est pas prêt. Regardez les gens qu'on envoie à l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale devait être là. Vous qui êtes sur le podium, sur le plateau, c'est vous qui allez représenter le peuple à l'Assemblée nationale. Mais si vous partez, vu que vous n'avez pas l'argent et que le peuple n'a pas intégré un certain nombre de valeurs en soi, mais ils vont voter les corrompus parce qu'on leur a donné 5 000, on leur a donné 10 000. C'est de ça dont il est question.
les Européens aujourd'hui sont en train de passer en force. Ça va toujours être exactement la même chose. Le problème de l'Africain, c'est qu'il n'est pas capable de mourir. Bref, les Européens qu'on a aujourd'hui à la peau noire. Le président Bandakan, il dit souvent que 55% des Africains ne sont plus les Africains. Il se trompe, c'est 99% des Africains qui sont les Européens à la peau noire. Parce qu'ils n'ont 99% qui sont des Européens à la peau noire. Parce qu'ils ne savent pas où il y a les intérêts. Les Européens, un truc, c'est qu'ils savent défendre les intérêts. Ils peuvent mourir pour ça. Aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Quelques petits problèmes avec cet appelant. On espère justement que le standard reste et demeure ouvert encore 5 minutes. Bonjour Steve et au panel, pardon Steve. Dès sa première prise de parole, Jules n'a pas déroulé un peu le premier auditeur parce que, à mon avis, Jules n'a pas abordé le sujet en tant que tel. Ça a désorienté le premier intervenant, Anani de Port-Gentil au Gabon, qui nous a écrit cet après-midi. Bonsoir, c'est tout simplement pour vous encourager. Bonne émission. Soyez toujours nos éclaireurs. Force et courage à vous. C'est monsieur Gad Larose Gadagbuy depuis Lomé au Togo. Merci également à vous depuis Lomé au Togo. Bonjour Dibi, est-ce que les Africains ferment les frontières et toutes ces multinationales se mettront à genoux? C'est Anselme depuis Bafia qui nous a écrit cet après-midi. Au téléphone, ça sonne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Quelques petits problèmes avec cet appelant, toujours avec nous. En tout cas, on espère qu'il y aura un gros. Il pourra nous rappeler. Merci beaucoup de panélistes pour tout ce que vous faites. Je suis à Quito, je vous suis depuis toujours à partir du Burundi. Courage à vous. Merci également à vous qui nous regardez depuis le Burundi. Messieurs, revenons justement parce que vous vouliez, Charlie Kenyé, réagir rapidement sur une question, ou alors sur la réaction d'un de nos téléspectateurs. Oui, il y a un de nos téléspectateurs qui a appelé et qui a voulu élever M. Kagame au rang de stratège, qui a voulu également nous faire comprendre que c'est ainsi que la géostratégie fonctionne. Et j'aimerais comprendre, ou alors j'aimerais expliquer quelque chose à ce cher téléspectateur. Écoutez, vous ne venez pas faire ce que Kagame a fait à votre frère africain, vous comprenez? C'est-à-dire que aujourd'hui, si le Cameroun avait voulu agir de cette façon, il y a eu une guerre pendant la guerre du Biafra où le Cameroun aurait pu s'enrichir sur le dos du Nigeria. Mais au contraire, le Cameroun s'est mis aux côtés du gouvernement nigérien pour ramener la paix et la stabilité de ce côté-là. C'est en ça où le Rwanda devait réagir avec le cas de la RDC. C'est de ça dont il est question. Maintenant, s'il veut parler de géostratégie, mes panélistes ont dit quelque chose de très important aujourd'hui. Ce qui se passe au Cameroun a été préparé depuis 2010. Je tiens à vous rappeler que lorsque la Banque mondiale a ouvert une commission au Cameroun, en 2010, justement dans le cadre de la cartographie de nos richesses-là, c'est en 2014 qu'elle révèle que le Cameroun a en son sein, sur pratiquement 3 régions explorées, près de 300 gisements de pierres, de minerais rares. Oui. C'est en 2014 qu'elle le révèle. Mais le président de la République, son Excellence, est bien au courant de ça bien avant. Comment? Et justement, vous avez voyé un quotidien ou un média qui s'appelle Jeune Afrique économique, qui a fait un rapport comme quoi le président passait toute sa vie à l'hôtel intercontinental. Mais ce que le rapport a omis de dire, et expressément, c'est que lorsque le Cameroun, ou alors lorsque le président Paul Biya s'en va à l'hôtel intercontinental, Genève, c'est le carrefour du renseignement à l'échelle internationale. Si vous voulez savoir ce qui se passe chez vous, allez à Genève. Et à Genève, économique. Et à Genève, l'hôtel intercontinental, c'est une forme de CIA bis. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'hôtel intercontinental, l'information que vous voulez qui concerne votre pays, si vous savez sur quel pion toucher, vous allez la voir. Et c'est pourquoi le président Paul Biya allait à l'hôtel intercontinental. Parce que vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'il y allait, vous allez voir que certains grands chancelleries venaient faire des réservations d'hôtels parce qu'il y avait des rencontres. Et c'est là où justement qu'il y a des rencontres. Non, écoutez, j'en viens non sur le plan géostratégique. Je suis géostratège de formation. Alors, lorsqu'il prend connaissance de ces nouvelles, il sait ce qui se prépare au Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'il commence à cet instant à faire? Il commence à cet instant à mettre sur pied, à comprendre qu'il faut au Cameroun une armée forte. C'est là où je rejoins l'analyse de M. Ndiaye. Il faut au Cameroun une armée forte. Et dans le cadre de mettre au Cameroun, il lance ce qu'il appelait la restructuration de l'armée camerounaise. Avec ce qu'on a mis sur pied, on a mis sur pied le concept armée-nation, qui était étalé sur 3 phases. Ouais. Le rajeunissement des troupes, la professionnalisation des effectifs et l'équipement des forces armées. C'est pourquoi aujourd'hui, et je vais revenir avec le cadre de la RDC, c'est pourquoi aujourd'hui, l'armée camerounaise est l'une des meilleures armées en Afrique. Mais curieusement, quand vous tapez le classement des meilleures armées en Afrique, selon le Global Firepower Point, qui est une institution américaine, on classe le Cameroun parmi les 15e, derrière le Mali et le Tchad. Qui appartient à Soros. Qui appartient à Soros. Mais je vais vous dire, et le Cameroun a fait ça expressément, c'est ça la stratégie, c'est-à-dire qu'on a voulu nous dévaloriser, mais connaissant notre force en interne, parce qu'on savait les menaces qui pesaient sur nous.
Aujourd'hui, le Cameroun parvient à maintenir la paix dans toute la sous-région, à défendre l'intégrité de son territoire. C'est que la RDC est incapable de faire. Pourtant, la RDC est l'une des 10 meilleures armées d'Afrique, donc loin devant le Cameroun. Mais elle est incapable de protéger son territoire. Pourtant, elle est classée devant le Cameroun. C'est ça la géostratégie. Donc, ceux qui nous parlent à la maison doivent comprendre que lorsqu'on vient sur des plateaux aussi sérieux, on ne vient pas pour faire du mysticisme ou faire de la sorcellerie. Et je suis tenu au secret par rapport à ce que je connais. Il y a des informations que je ne peux pas dire sur le plateau. Le grand frère Patient, il a l'habitude de me suivre. Je suis assez informé sur certains événements qui se passent sur le continent africain. Pour revenir même au cas du Mali, on vous dit un pays, par exemple au cas de la RDC, où avec tout ce scandale que ce pays a en son sein, ce pays n'arrive pas à pouvoir se développer autre. Le même cas se retrouve au niveau du Mali, où on vous fait comprendre que l'une des plus grandes réserves de nappe phréatique au monde se trouve au Mali et qui est exploité par le président Kadhafi, parce que l'eau gratuite que Kadhafi donnait au peuple libyen, il s'en sortait du Mali. Ça, il faut le savoir. Voilà pourquoi Kadhafi a fait d'énormes investissements au Mali. C'était comme la dette qu'il payait par rapport à cette nappe qu'il exploitait, qui aujourd'hui est capable de donner le monde, de donner l'eau à pratiquement toute la planète sur au moins ces 2 siècles. Et la guerre de demain, je dis bien la guerre de demain, ne sera pas la guerre du pétrole, mais ce sera la guerre de l'eau. Et parce que c'est la guerre de l'eau, on a mis certains pays d'Afrique comme carte rouge. Si vous allez analyser les cartes des géostratèges occidentaux, vous allez voir que parmi les cartes mises en point rouge, le Cameroun fait partie. Et dans le Cameroun, il y a 2 régions précisément, le nord-ouest et le sud-ouest. Quand vous allez au Mali, il y a le nord du Mali, Gao, Kidal, tout ce qui va avec. Et curieusement, dans cette même région, on vous dit par exemple que là où les femmes, les forces armées maliennes ne peuvent pas patrouiller, c'est l'armée française qui administre Kidal et Gao aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà une armée qui est sur... Mais par contre, là-bas, l'armée malienne même ne peut pas mettre les pieds. Au même instant, on vous dit qu'ils sont là-bas pour combattre le terrorisme. Le monde est bien plus compliqué que ça. Donc aujourd'hui, lorsque des gens veulent faire ou alors prendre pour sous vous faire des analyses, ils doivent comprendre que c'est pas ce qui se dit sur le plateau, ce qui se dit sur les chaînes de télévision qui sont forcément la réalité des choses. Le problème de la RDC aujourd'hui, nonobstant cette réalité économique dont parlait M. Ndiaoué, nonobstant cette réalité économique, le réel problème également de la RDC, c'est que justement, ils n'ont pas pensé ce problème avec le temps. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, quelque part, aurait pu être pensé depuis, mais également la complicité du Rwanda, parce que le Rwanda également pouvait apporter solution. Si aujourd'hui le Cameroun voulait se mettre dans une posture de géant, on pourra annexer tous les autres pays. La RSA, c'est qu'elle subit aujourd'hui. Je tiens à vous rappeler qu'on a le plus gros contingent de soldats engagés dans la MINUSCA. On a près de 2800 hommes engagés en MINUSCA. Mais par contre, on parvient à sécuriser notre territoire avec toutes les menaces que nous avons. La RDC, qui est l'une des 10 meilleures armées d'Afrique, pour dire la 8e meilleure armée d'Afrique, Cameroun qui est 15e, parvient à sécuriser son territoire, mais alors qu'eux, ils ne peuvent pas. Pour dire que ça, c'est la géostratégie. Et en ça, il faut comprendre que le président Paul Biya avait vu cette menace de loin. Il a su la pallier. On peut se plaindre de lui sur bien des points, mais sur certains points, ou alors sur ce point-ci, il faut féliciter. Jules Ndiaoué, justement, vous également, vous vouliez réagir, même si on sait pertinemment que quelqu'un nous appelait d'ailleurs, et je pense que c'est Moto depuis la Suisse qui nous disait que l'Africain a des richesses sur son sol, mais ne sait pas justement en user et surtout en transformer. Voilà pourquoi parfois, eh bien, ces prédateurs occidentaux viennent sur le continent africain pour eux, justement, prendre ce qu'ils savent justement transformer. Oui, je commencerai par dire que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Oui. À la vérité, ce qui nous arrive sur le continent, c'est d'abord la faute des Africains. Pendant longtemps, moi je suis un activiste panafricaniste et pendant longtemps, pendant 10 ans, j'ai passé le temps à fustiger l'Occident, à attaquer l'Occident. Et depuis bientôt 2 ans, j'ai arrêté. J'ai retourné mon fusil contre nos dirigeants et contre nos citoyens. Parce qu'à la vérité, c'est eux qui structurent, c'est les forces endogènes. Si vous passez le temps à combattre les forces exogènes, vous n'allez jamais résoudre le problème parce que ces forces exogènes auront toujours des liens avec des forces endogènes. Il faut qu'on commence à neutraliser les forces endogènes pour pouvoir combattre les forces exogènes. Tant qu'on ne l'aura pas fait, on sera loin de résoudre le problème de la gestion de nos richesses. Parce que, vous voyez, le frère a parlé des futures révolutions. C'est la révolution de l'eau et du soleil. Le soleil, c'est clair. Oui, aujourd'hui en Afrique, personne n'y pense. Personne n'y pense. Nos penseurs, nos chercheurs, nos scientifiques, la guerre du Mali, c'est la guerre du sursol. Les scientifiques occidentaux ont fait une étude qui a démontré qu'à partir de 2035, le soleil va se raréfier en Europe. Ça veut dire que vous aurez des étés plus longs, des hivers plus longs.
Et quand on sait que le soleil est une énergie, ça pose un problème. Et qu'il colle sur la tête des Africains depuis des lustres. Voilà, et que la zone du Mali, c'est la plus grosse réserve de soleil, oui, au monde. Vous voyez, aujourd'hui, les scientifiques occidentaux réfléchissent déjà comment réorienter les rayons de soleil vers l'Europe. D'où la guerre. Et ça doit se passer avec l'occupation. On occupe les sols, on signe des contrats léoniens, on occupe les sols, on négocie des contrats sur 40, 50, 60, 70 ans. Puisqu'on sait déjà que la crise va arriver, et quand la crise va arriver, on devient le premier fournisseur des rayons soleil dans le monde, un rayon soleil qu'on n'a pas chez soi, qu'on prend en Afrique. Et pendant ce temps, nous les intellectuels africains, nous les stratèges africains, on ne dit rien, on ne fait rien. On ne dit rien. Et quand ça va arriver, on va se retourner, on va accuser le blanc. Non, je crois qu'il est temps, on doit arrêter de jouer les victimes. L'Afrique a 70 ans après, peut-être économiquement on n'a pas fait un grand pas, mais je crois que sur le plan intellectuel, il y a eu beaucoup d'avancées. Quand je sais qu'aujourd'hui le Cameroun a un taux d'intellectualisme plus élevé que celui de la France, de la Belgique et du Luxembourg réunis à l'année, je me demande pourquoi on peut continuer de se plaindre alors qu'on a des capacités en nous-mêmes. Nous avons des capacités de relever le défi. Il faut simplement qu'on apprenne à travailler en synergie. Notre gros problème en Afrique, c'est qu'on ne sait pas travailler en synergie. Aujourd'hui, par exemple, en RCA, je reviens sur la RCA parce que c'est... Je travaille. Oui, vous connaissez mieux en tout cas. Nous sommes dans une situation où depuis 17 ans, des groupes armés menacent l'intégrité et la stabilité de ce pays. Tous les 5-6 ans, on fait des accords, on fait des forums de réconciliation, on fait des accords, on fait des gouvernements d'union nationale, et puis rebelote. Et chaque fois que certains États viennent au chevet de ce pays, beaucoup ne viennent jamais avec des solutions curatives. On reprend les mêmes schémas, on les implémente, et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et on n'a pas avancé. Alors, qu'est-ce qui pose problème? En vérité, c'est le bon sens. C'est le bon sens qui pose problème. Nous devons arrêter de faire de la politique pour de la politique. Arrêtons de faire la politique pour la politique. Aujourd'hui, nous avons un organisme qu'on appelle la CEMAC. On a pensé à une force de maintien de l'ordre de la CEMAC, appelée FOMAC à un moment donné. Oui. Mais l'effectif de la FOMAC est de combien? Les contributions en termes de structuration, de soutien. C'est ça le problème. On se contente des gros discours, mais personne ne passe efficacement à l'acte. Donc pour vous, pour l'instant, là, il y a encore des ennemis à l'intérieur de nos États. Je pense que nous devons d'abord nettoyer de l'intérieur. Nous devons, quand je dis nettoyer, c'est un nettoyage intellectuel, c'est un nettoyage mental, spirituel même. On en a parlé d'ailleurs sur voilà, la question de Didier. C'est la clé du problème aujourd'hui. Voilà. Justement le développement de certains États africains. Dans la mise en place des forces là, africaines, comme vous venez de dire, comme la FOMAC, il faut savoir que par exemple en 2002, l'Union africaine ratifie ce qu'ils ont appelé le protocole de Durban. Dans le protocole de Durban qui prévoit une architecture paix et sécurité pour l'Afrique. Dans cette architecture paix et sécurité pour l'Afrique, le principe c'était aux solutions africaines des problèmes africains. Avec pour bras armés une force africaine en attente. C'est justement dans ce cadre-là, par exemple, qu'il y a eu la FMM, la force multinationale, qui est une force multinationale mixte. Ça peut pas marcher. Je vous explique, qui a été mise sur pied, placée sur le commandement de la CBT, mais qui a marché. Mais le problème, c'est que quoi? C'est qu'il y a eu un certain relâchement de nos chefs d'État sur le cas Boko Haram, parce qu'en réalité, Boko Haram... Messieurs, nous sont financés par l'Union européenne. Dès lors que l'Union européenne peut financer des structures fonctionnelles de l'Union africaine, comment pensez-vous que ça peut être efficace? C'est ça le problème. Je comprends là. Messieurs, plus que 15 minutes pour sortir de cette édition de Feu Vert. Nous avons l'or, nous avons le diamant, nous avons tout. Et nous ne pouvons pas nous structurer, nous organiser et être forts.
à partir du moment où on a vu que les pays africains ont décidé de se mettre ensemble, ça a marché mieux que lorsqu'on fait appel, par exemple, aux forces. Monsieur, ce n'est pas un ping-pong, on vous comprend. Je suis d'accord. On a vu comment ils se sont mis ensemble pour aller défendre entre guillemets, la paix ou alors la démocratie en Gambie, en chassant Yaya Jammeh. Mais comment ils peuvent déplacer 6 millions pour aller défendre la démocratie, incapables de déplacer ces mêmes 6 millions pour défendre l'intégrité d'un territoire comme le Mali? Vous comprenez également qu'il y a encore également. Merci, messieurs, merci. Patient Parfait-Dôme, rapidement sur la question. Il y a déjà qu'un téléspectateur nous faisait comprendre qu'il faut apprendre aujourd'hui aux enfants dès les premiers pas à la maternelle sur l'importance et la valeur justement des minéraux qui sont sur le sous-sol africain. Vous nous disiez d'ailleurs ça à l'entame de cette édition de Feu Vert. Je pense que cette émission, bon, comme la plupart de tes thématiques, vous avez vu la densité. Il y a une grande densité, donc, mais il faut justement fouiller large. On risque de sortir d'ici sans que notre spectateur ait l'impression que vraiment nous avons touché le fond du problème. Et donc, par exemple, la question de l'influence rwandaise dans la sous-région des Grands Lacs, on peut faire tout un débat là-dessus. Ouais. Bon, puisque j'ai quand même séjourné dans un pays, je veux dire, séjour de travail qui est l'Angola, donc j'ai beaucoup d'informations. Bon, maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que quand un pays est discipliné, Steve, quand un pays a un véritable leadership et une certaine discipline, il a beau être petit, et vous avez pour être je ne sais pas, un espace sans horizon, vous ne pouvez pas le battre. Parce qu'eux, ils ont un minimum de discipline. Et à l'avantage de Kagame, c'est ce qu'on peut lui faire endosser. Mais aussi parce que Kagame sort de très loin. N'oublions quand même le choc du génocide rwandais et la détermination, n'est-ce pas, de ce fort Tutsi d'imposer une paix pour que plus jamais leur peuple ne soit à l'abri de ces menaces-là. Malheureusement, il y a un pendant pervers dans l'affaire. Mais ce n'est pas l'objet de débat. Oui. On pourra organiser le débat plus tard et vous allez voir que c'est mi-figue, mi-raisin. La présence même de Kagame en Centrafrique, elle n'est pas aussi forte que ça. Au Congo, tout à fait. Non, je parle même de la Centrafrique. Je suis d'accord. Il y a aussi des relents sur le plan de la sécurité même. Exactement. Plusieurs types de sécurité du Rwanda qui sont aussi en jeu. Donc, ça aussi, on peut le voir. Maintenant, le problème de fond dans cette affaire-là, pour finir avec l'argumentaire de Jules, moi, je ne pense pas que ce soit antinomique. Le fait que, nous continuons à nous battre pour neutraliser ce qu'on appelle les endocolons, mais aussi de dénoncer puissamment ce que j'appelle la contradiction principale. Parce que c'est cette contradiction principale que nous donne le type de leadership que nous avons sur notre continent, surtout dans ce que j'appelle le précaré français. Pourquoi ça ne se passe pas ailleurs que dans le précaré français, de telles hérésies que nous trouvons? Nous avons des gens qui sont à la tête de nos États, mais qui n'ont aucun sens de l'intérêt général, qui ne comprennent pas les enjeux du futur. Pourquoi uniquement dans le précaré français que cela se passe? Maintenant, pour cette affaire de ces minéraux, on a dit ce qu'on a dû dire. Je vous donne un exemple, c'est une anecdote. Un jeune centrafricain travaillait comme boy, entre guillemets, chez quelqu'un qui était dans la zone de Pouma. Et puis, bizarrement, ce monsieur a trouvé que ce type-là changeait. Il travaillait beaucoup tard la nuit, dans l'arrière-cour de monsieur, et à des heures indues. Finalement, le monsieur a été curieux et s'est rendu compte que ce monsieur creusait et ramassait de l'or derrière sa cuisine. Le gars ne savait pas ce que c'est l'or. Allez dans la zone des Eka, on a trouvé de l'or. Allez voir ceux qui travaillent là-bas. Les Camerounais, à la limite, ils savent que bon, c'est un truc qui brille. Bien bon, je ne sais pas ce que c'est. Les autres savent pertinemment. Mais quand je demande qu'on change de paradigme sur le plan de l'éducation et qu'on enseigne, n'est-ce pas, ce truc-là aux enfants, ce n'est pas seulement pour savoir que ça c'est de l'or, mais pour être capable de déterminer, n'est-ce pas, les applications qu'on peut avoir à travers ce minerai. Ouais. C'est ça qui va permettre à nos jeunes, à nos enfants de mieux défendre leur continent. Cette affaire de coltan, parce que à la suite, quelqu'un a parlé, je crois que c'est là, de l'esclavage, oui. Avant, c'était le caoutchouc, n'est-ce pas, que Léopold II exploitait en coupant les mains. Maintenant, le coltan est arrivé. Imaginons, et c'est mon vœu, c'est pour ça que je ne serai pas celui qui va dire, ok, malgré que Kagame a ces intentions-là, qu'on lui coupe la tête, mais que l'Afrique s'unisse et soit déterminée à créer, par exemple, le marché mondial du coltan. La bourse mondiale du coltan. Que la city du coltan soit ici chez nous. Justement faire. Mais ça rejoint dans la question de la protection de nos pays. D'où la nécessité de construire des armées puissantes. Quand j'étais en Angola, Steve, si vous voulez, à partir de 18 ans, tous les jeunes Angolais sont obligés de faire la formation militaire. Tout le monde fait la formation militaire. 2 ans.
Si je vous dis comment Savimbi a été vaincu en Angola, vous n'allez pas voir revenir. Ouais. C'est les populations civiles qui l'ont vaincu. Puisque l'armée officielle était complètement cantonnée par votre ONU là, désarmée, et croyait que le moment était venu pour eux de prendre le pouvoir. Sauf qu'au bout du petit matin, comme disait l'autre, quand l'armée de Savimbi, elle qui était armée, a voulu faire le coup, elle s'est retrouvée face à une armée qu'elle n'avait pas prévue, c'était la population. Donc il y a ça. Les jeunes en Angola, 18 ans, pilote de MiG. Ouais. Et si chez nous, un enfant ne sait même pas ce que c'est un hélico. Il est à 18 ans, le gars pilote de MiG. C'est donc une politique. Et vous ne pouvez faire cette politique que si à la tête de votre État, vous avez de véritables patriotes qui vont se dire les enjeux centraux. Pour notre pays, c'est d'abord la capacité de nous défendre, de protéger, n'est-ce pas, nos acquis, notre intégrité territoriale, etc. etc. Donc, en fait, cette thématique qui est dense met en valeur les carences du leadership africain. Il y a un véritable problème au niveau du leadership africain. C'est ça qui explique qu'un type comme Mobutu, il avait passé le temps à faire des fêtes, à voler l'argent pour son pays, à entretenir femmes et enfants, mais il avait des jumelles comme épouse, et il avait oublié que le vaste pays continent qu'il avait, pour qu'il continue d'être un pays fort et respecté pour demain, il fallait un certain type d'investissement sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur le plan du renforcement des capacités de son pays à pouvoir se défendre. Et résultat de course, un petit Rwanda, parce que vous vous souvenez du discours de Laurent Kabila, il dit c'est le petit Rwanda là qui pense qu'il peut me faire la fête, mais le petit Rwanda a menacé, sérieusement, le grand Kabila. Il a fallu l'intervention de Mugabe avec les forces armées zimbabwéennes, mais surtout les deux centres armés, les forces armées angolaises, pour endiguer cette progression qui filait comme un couteau dans le Merci beaucoup, impatient. Donc vraiment, sortons de là, mais il faut qu'on revienne en segmentant mieux la problématique. On va revenir sur le sujet, mais pendant ce temps, je vais poser la question à Paul-Ela avant que je vais refaire revenir Albert Anatola ici. Paul-Ela, finalement, on va dire haut et fort que le portable que nous chérissons tant, que la majeure partie sur le plateau, hein, il y en a d'ailleurs à gauche et à droite, si on pouvait avoir la caméra, on aurait l'occasion de voir ces portables sur cette table de ce plateau. Le vrai portable, pas le Tchoron Koko. Non, il y a les portables. Pendant ce temps, il faut quand même dire au monde entier que ces portables que les hommes et les femmes chérissent tant, eh bien, ces cellulaires sont également remplis du sang des Africains, précisément du sang des Congolais. Et pas que les portables, pas que les téléphones portables, les ordinateurs portables, tous les appareils électroniques qui utilisent des condensateurs. Vous avez même, comme je l'ai dit tout à l'heure, les réacteurs nucléaires. Vous avez des avions, vous avez les véhicules, les voitures, les chars, la nouvelle génération. Les satellites. Les satellites. Donc tout cela sur le dos, sur les vies des êtres humains, notamment des Africains, précisément des Congolais, de RDC, puisqu'on parle de coltan. Mais j'aimerais dire que... Ça ne devait pas d'ailleurs être une honte, Paul-Ela, aujourd'hui, que nous utilisions des portables et dont il faut préciser par ailleurs que le coltan, bon, c'est quand même le minerai du sang. On l'a surnommé comme ça. Oui, à juste titre. Alors, une honte, oui, mais surtout que, en fait, il faut bien comprendre que quand on fait des émissions comme ça, il y a beaucoup de gens qui se rendent compte de ce dont il s'agit, c'est-à-dire que le coltan et les incidences macabres et meurtrières qu'il cause. Donc, en réalité, honte, oui, mais que ce soit une honte qui soit un déclencheur. En fait de conscientisation. Et moi j'aimerais revenir un peu parce que ça va toujours dans le sens de votre question, pour dire à Jules Ndiawe que je suis d'accord, c'est-à-dire que souvent on se trompe de cible. Oui. C'est-à-dire alors qu'on fait une focalisation sur une cible occidentale, mais je pense qu'il faudrait être nuancé. Parce que moi, je ne pense pas que c'est faire de la victimisation, parce que je l'entends souvent, c'est même pas seulement à lui que je réponds, je dis parce que j'entends souvent ça. C'est-à-dire que ce serait faire de la victimisation de la part des Africains que de dénoncer, que de dire ce que tous les affres que l'Occident fait en Afrique à travers ces multinationales meurtrières du fait de nos matières premières qu'elles pillent. C'est plus dans le sens de la conscientisation, de la sensibilisation. Parce qu'il a dit tout à l'heure, il a passé une décennie à tirer sur l'Occident et il a retourné façon de parler, il a compris qu'en réalité c'était nous-mêmes, c'était les endocolons qui étaient la cible. Mais dis-toi bien, cher frère, que là où tu as commencé à être conscientisé, avant que tu te rendes compte de cette réalité-là, il y a plein de gens encore qui ne savent même pas du tout de quoi il s'agit.
C'est-à-dire que, et qui ont besoin justement qu'on leur dise que voilà en fait comment vous êtes en train de, la fourberie dans laquelle vous êtes, et que ceux qui prétendent, parce que tu sais très bien comme moi que tous ceux qui prétendent, beaucoup de gens, enfin la plupart des Africains malheureusement, et en tout cas c'est en train de changer, se contentent de ce qu'ils voient à la télé et de ce qu'ils lisent dans les journaux occidentaux, dans les médias mainstream. Et qu'est-ce qu'ils voient à la télé? L'ONU et l'ami de l'Afrique, la MINUSCA, la MINUSCO vient aider l'Afrique. Et ils y croient. Mais c'est parce qu'on peut leur dire, attention, c'est des roublards, c'est des meurtriers, c'est des gens en réalité qui viennent vous piller, qu'ils peuvent prendre conscience. Et qu'ensuite, justement, ils peuvent se rendre compte qu'il y a des infiltrés. Et moi, je termine en disant que pour moi, les Africains ne sont pas contre les Africains, parce que j'ai toujours dit ça sur ce plateau et ailleurs. Je ne considère pas comme Africains des gens qui sont en réalité des ennemis de l'intérieur. C'est tout simplement des prolongements des Occidentaux, pilleurs, et c'est ce que Frantz Fanon appelait des bounty. Ils sont noirs de l'extérieur, mais en réalité, ils n'ont rien d'africain. Et je veux juste dire que la solution, en réalité, à cette situation, et je termine, la solution à cette situation, c'est à deux niveaux. C'est le système éducatif, et c'est la sécurité. Donc, force éducative et académique, une refonte totale pour inculquer les vraies valeurs à nos enfants et la sécurité militaire de nos territoires. Merci beaucoup, Paulela. Rapidement, pour sortir, plus que 3 minutes, Albert Anatola, ici, vous avez le mot de fin. Qu'est-ce qu'on dit finalement au sortir pour dire que les multinationales, justement, font et continuent d'ailleurs de faire la guerre du côté de la RD Congo pour avoir ce minerai qu'est le coltan? Oui, disons que dans ma première prise de parole, je vous ai indiqué que vous avez une société qui appartient de droit congolais, qui appartient à un sénateur, un élu congolais, qui fait exactement comme les multinationales. C'est-à-dire que, je veux dire, l'effort des policiers en charge de la sécurité des activités, n'est-ce pas, de cette société, sont capables de tirer à balles réelles sur les mineurs, enfin, sur les enfants. Donc, je pense que si vous avez donc des clichés comme celui-là, eh bien, vous comprenez donc qu'il y a des gestes de complicité. Je crois qu'il faut également regarder, il y en a qui ont soulevé la question de l'éducation. Oui, des masses, tout à fait, il faut le faire. Il faut éduquer les masses. Il faut que les enfants rentrent à l'école, parce que la place des enfants, c'est à l'école, ce n'est pas dans les mines. Et là, c'est le gouvernement qui doit le faire. Malheureusement, le gouvernement ne fait rien du tout. Il y a également la question politique. J'ai également convoqué cela. Je crois qu'il faut également revoir même ces contrats qui sont ces contrats qui sont signés au profit des multinationales, parce qu'en réalité, lorsque vous signez un contrat d'exploitation minière à un multinational, il doit avoir un cahier de charge qui prend de manière objective en compte d'abord les intérêts des communautés riveraines. S'il n'y a pas de cahier de charge, une feuille de route, il y a un problème. Parce que je ne peux pas comprendre que il y a des mines dans un village, et dans ce village-là, paradoxalement, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux. Bref, c'est la paupérisation totale et collective générale. Donc je crois que là, c'est de la responsabilité de l'État, du gouvernement, en tout cas du politique. Je voudrais également indiquer, je crois là, je m'inscris dans ce que disait Patient d'Homme, savoir qu'il faut qu'on ait des facultés dans nos universités qui enseignent justement la problématique des mines. Parce que lorsque vous avez ce genre de situations qui nous amènent à être ignorants même de ce que nous avons le plus cher, c'est-à-dire nos ressources naturelles, attendez, il y a un problème. Donc, maintenant... Oui. Terminons rapidement, monsieur. Malheureusement, vous n'avez pas... C'est une vidéo qui n'est pas revenue. Je parle de ces décollades La réalisation peut nous justement nous donner qui décollent en pleine forêt équatoriale. On a diffusé déjà cette vidéo. On espère l'avoir encore une nouvelle fois. Oui. Et là, c'est... en plein cœur de la forêt de la République démocratique du Congo. Ce sont les avions américains. Oui, qui appartiennent à la société Tchad-Afrique. C'est, il faut le dire, qui exportent de l'ordre de ce côté-là. Vous avez l'image avec la complicité de la réalisation. Les communautés riveraines. Là, nous sommes en plein cœur, il faut le dire. Ça, c'est le Katanga. Donc, ça, vous avez donc, justement, les communautés riveraines qui, de manière curieuse, voient décoller, atterrir des avions en pleine forêt côtière. Donc, ça veut donc dire qu'il y a donc, vous ne pouvez donc pas avoir à l'intérieur d'un pays ce genre de clichés si les politiques ne sont pas au courant. Ça veut donc dire que le régime est parfaitement... Dans un signifie qu'il y a des complicités, comme le disait d'ailleurs Jules Ndiawe à l'intérieur. Jules, vous avez le mot de la fin pour terminer rapidement en une minute. Oui, justement, je voulais appuyer et expliquer, éclairer, parce que, vous savez, quand le frère dit qu'il faut mettre des programmes dans les écoles, dans les universités, on va prendre un exemple simple.
Aujourd'hui, à l'université de Douala, vous avez combien d'enseignants qui soient des purs produits de nos universités? 60 ans après les indépendances. Très peu, vraiment très peu. Tous viennent de la Sorbonne, de Bordeaux, de Lille, de Lyon. La majorité. Vous croyez que ceux-là, quand ils arrivent, c'est déjà des forces endogènes. Tout à fait. Ils viennent déjà formatés. Et donc, ils ne vont jamais permettre, leurs maîtres ne permettront jamais qu'ils valident des programmes éducatifs qui puissent permettre aux enfants d'arborer dans le sens que vous développiez. C'est pourquoi je dis que l'un des enjeux majeurs de cette décennie, c'est le combat des forces endogènes. Le combat des forces endogènes. Si nous n'avons pas neutralisé les forces endogènes, tout ce que nous faisons est voué à l'échec. Merci beaucoup à June Diawé d'avoir été là cet après-midi. On espère vous avoir demain matin dans le cadre de... Je ferai un effort. Dans le cadre de DBS Matin, vous parlez justement de cette longue lettre de François Bozizé à l'État français et justement de ces troubles qui sont d'ailleurs causés là-bas du côté de la RCA, puisque nous vous avons. Vous êtes quand même l'une des, il faut le dire, personnes ressources de ce côté-là. Vous connaissez d'ailleurs les tenants et les aboutissants de cette crise. C'est un homme de terrain, donc on espère vous avoir demain. Promettez qu'à vos téléspectateurs. Je serai là demain matin. C'est ferme. Hein. Demain, c'est 7h30 pile, 7h30 pile, dans le cadre de DBS Matin. Pour les là, je vous dis merci d'avoir été là. Je vais également dire merci à notre ami Charles Keigné qui a été avec nous cet après-midi. Je pense qu'il a eu son baptême, Albert Anatola, ici. Un très bon baptême. Un très bon baptême. Nos États. Vous donnez une autorisation à une multinationale de s'implanter. La multinationale arrive, elle veut un manager. Vous avez des managers formés à l'ESSEC, mais non. On va vous amener un CV, certes d'un Camerounais, mais d'un Camerounais de Lyon. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Ça ne peut pas changer. Merci, messieurs, d'avoir été là cet après-midi. Aujourd'hui comme hier, les multinationales qui participent à l'extraction du coltan en République démocratique du Congo financent indirectement toutes les violences par les taxes payées aux groupes rebelles qui maîtrisent les zones d'extraction des mines. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.